France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre talk de fin d'après-midi. C'est le grand forum et ce jusque 18h30 avec tout à l'heure en dernière partie de télé. Il en sera question de sport aussi avec Ralph Pécheny et puis le clin d'œil d'Amar à ne pas louper tout à l'heure après les infos de 18h. Ils nous sont présentés d'ailleurs par Marine Garel tout à l'heure. Avec nous aujourd'hui pour nous accompagner, elle est seule, bien accompagnée, du moins je l'espère, Samira Karoua, bonjour. Comment ça va Samira? Ça va, merci et toi? Coach en développement personnel, mais aussi organisatrice d'événements pour nous accompagner aujourd'hui et parler d'actualité. Alors le coup de cœur de Samira, sur lequel? Le coup de cœur, ça va être sur l'ésotérisme islamique. Voilà, donc j'en dis pas plus. Très bien, à tout à l'heure pour ça, évidemment, le j'aime ou j'aime pas en fin d'émission bien sûr. Et puis nous recevrons tout à l'heure, Samira, un invité, il s'appelle Adrien Lettès. Qui est Adrien Lettès? Alors Adrien Lettès est enseignant de la pensée musulmane à la Sorbonne et donc il a consacré plusieurs articles et c'est un spécialiste de les écrits d'Al-Razali. Ah très bien, donc ça donne envie. 17h tout à l'heure évidemment. L'avis tranché de Samira, quel sera cet avis tranché aujourd'hui? Les vaccins et nous, peut-on discuter de l'obligation vaccinale? Ah bon, en pleine période en plus, ça tombe bien. Voilà. Dans l'actualité de ce mardi, bien sûr l'actualité qui est dominée par plein de sujets, on en a retenu quelques-uns. On parlera notamment des nouvelles opérations de sauvetage en Méditerranée. Rien qu'hier, plus de 6000 migrants ont été secourus en mer. Mais on compte aussi moins 12 morts. La traversée vers l'Europe est toujours aussi périlleuse, mais elle ne décourage pas les candidats à l'exil. Nous le verrons cela tout à l'heure. Nous parlerons aussi de la réaction de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, en colère après les propos du pape François, relançant la polémique sur la théorie du genre. Et puis nous parlerons de la mosquée de Marseille qui a été enterrée définitivement hier en conseil municipal à Marseille. Nous y reviendrons et là peut-être que l'on peut pointer du doigt la désunion de la communauté musulmane de Marseille, puisque c'est principalement la principale responsabilité donc de cette désunion qui a fait que la mairie de Marseille a décidé d'enterrer définitivement ce grand projet de la grande mosquée de Marseille. Avec vous bien sûr pour discuter de tous ces sujets au 08 92 23 99 50, mais aussi par mail si vous le souhaitez, lgf@francemaghreb2.fr. Tout comme d'ailleurs le mobile répondeur qui attend vos messages et ce 24h sur 24 au 06 18 21 56 41. Samira, amis chers auditeurs, auditrices, on commence évidemment cette émission comme d'habitude par le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio et sur internet. Hier soir, France 3 a consacré sa soirée à Alain Juppé, le candidat aux primaires des Républicains qui se déroulera au mois de novembre. Au micro de Franz-Olivier Gisbert, que répond Alain Juppé lorsqu'on lui dit que certains le trouvent trop conventionnel et qu'on risque de s'emmerder un petit peu avec lui? Je les emmerde. C'est vrai. Moi je m'emmerde pas dans la vie, alors s'ils se font chier avec moi, qu'ils aillent voir ailleurs. Est-ce qu'on entend des gens de la République quand ils vous fassent marrer? Non, bon, enfin, ce genre d'argument vraiment est absolument insoutenable. C'est ça qui rabaisse la politique. J'entends dire avec qui on partirait sur une île déserte. On ne demande pas aux Français de choisir quelqu'un pour aller sur une île déserte, on demande quelqu'un pour conduire le pays. Alors voilà, choisissons les bonnes qualités. Ça a le mérite d'être clair en tout cas. Faible audience hier soir d'ailleurs pour ce documentaire sur France 3. Allez, un petit tour du côté des people où rien ne va plus entre Jérémy Ferrari, l'humoriste, et Cyril Hanouna. Voici ce qu'a dit Jérémy Ferrari sur l'émission TPMP. Cyril Hanouna et les chroniqueurs et la réponse juste derrière de l'intéressé. Après tout ça c'est pareil. Touche pas à mon poste, c'est la même chose. C'est encore le serpent qui se mord la queue. On va plaindre ces chroniqueurs, mais mec, si t'en as marre qu'ils se foutent de ta gueule, casse-toi en fait. Viens pas gratter à la porte. Hanouna, il se comporte pas bien, mais c'est eux qui autorisent à ce qu'il se comporte pas bien. Évidemment que des gens vont te marcher dessus, c'est à toi, putain, prends tes couilles. Le problème en fait, c'est que c'est la même chose. C'est qu'encore, c'est de l'ego. C'est des mecs en fait qui ont des carrières, mais ils veulent plus. Et ce qu'ils veulent, c'est la télévision, ils veulent être connus, ils veulent être célèbres. Même si c'est en se retrouvant en slip avec des perruques blondes pour imiter Dalida, parce que le mec veut juste être connu dans la rue. Donc c'est de l'ego. Donc il a voulu mettre son ego en avant, il prend cher, et c'est normal. Pardon, mais quel connard, je suis tellement énervé quand j'ai entendu ça, je vous jure, ce qu'il dit... Non mais je comprends que vous soyez énervé parce que Jérémy, c'est pas la première fois qu'il dit n'importe quoi. Vous l'avez vu chez Laurent Ruquier quand il avait apostrophé le Premier ministre, c'était une catastrophe. Jérémy, je pense qu'il devrait un peu fermer sa gueule. Voilà, non mais sans déconner. Voilà. Si je peux lui donner un conseil.
qu'il se consacre à son spectacle et qu'il arrête d'essayer de faire du buzz autour de plein de trucs. Parce que moi, ça m'a vexé pour vous, Mathieu, qui dit ça, et pour vous aussi autour de la table. Sache, Jérémy, que je pense que les chroniqueurs autour de la table sont beaucoup plus heureux que toi et ils s'éclatent bien plus que toi au quotidien. Voilà, il dit qu'on n'a pas de couilles et qu'on n'a pas d'ego. Mais ce qu'il n'a pas compris, ou qu'on a trop d'ego, ce qu'il n'a pas compris justement, que c'est l'inverse de l'ego. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'ego qu'au contraire, qu'on est là pour se marrer. Tout ce qu'on veut, c'est rire entre nous, s'amuser, et puis faire rire les téléspectateurs, et tous rire entre nous, et qu'on ne s'écoute pas parler, on se regarde pas bouger. Voilà, on se regarde pas bouger, on s'écoute pas parler, donc justement c'est l'inverse de ces espèces de problèmes d'ego. Tout ce qu'on veut, c'est amuser les gens. Mais visiblement, l'humour, c'est pas son truc. Pas sûr qu'ils prennent leurs vacances ensemble. D'ailleurs, Jérémy Ferrari a répondu sur les réseaux sociaux en disant « Cyril, je t'ai connu moins susceptible ». Passons maintenant à une bonne initiative de la part de BFM TV. Pour une fois, elles ont eu la bonne idée de suivre le quotidien de deux femmes voilées, Fatima et Afida. Et pour rendre compte finalement de ce qu'elles peuvent vivre pour un simple tissu sur leur tête. Tous les jours, avant de partir travailler, Fatima a un rituel. Elle se maquille. Cette musulmane pratiquante veut assumer sa féminité. Je vais chez la coiffeuse, je vais chez l'esthéticienne, je fais tout ce qu'une femme européenne ou française, d'origine française, fait. Fatima est mariée, mère de 3 enfants en bas âge. Elle est vendeuse dans un magasin de cosmétiques où on lui demande de retirer son voile. Salade, plat du jour, fais-moi. Tous les midis, Fatima déjeune avec ses collègues à qui son voile ne pose aucun problème. Mais à la table voisine, 2 femmes s'immiscent soudain dans la conversation. Je vois quelqu'un voler dans la rue, ça me dérange pas. Il y en a que je connais que ça les dérange énormément. Moi, ça me dérange pas. C'est pas le moment de montrer son identité. C'est pas le moment de montrer sa religion. Sa religion, c'est quelque chose d'intime. Ma religion, je l'applique pour moi-même, pas pour vous. Je vous ai pas dit de porter le voile. Je vous ai pas dit d'être musulmane. Je vous ai juste dit, comme moi, je vous respecte, vous me respectez. C'est tout. Un débat stérile, un voile qui interroge, dans un contexte de plus en plus tendu depuis les attentats. Afida a 52 ans. Elle se souvient d'une altercation il y a quelques semaines dans le tramway. Une dame m'a laissé sa place et une personne est intervenue derrière en disant ah bah il manquerait plus que ça, qu'on laisse sa place à une femme voilée. Afida est née en France, divorcée, mère de 3 filles. Elle est la seule de la famille à porter le voile. Il y a des gens qui peuvent imaginer que le voile c'est un archaïsme. Ah moi je me sens une femme d'aujourd'hui. Je conduis, je sors. Je m'instruis comme je peux. J'ai une certaine éducation. Qu'est-ce qu'il y a de moyenâgeux en moi? Faut pas penser que le voile, il empêche les idées de rentrer. Le voile, c'est pas quelque chose d'isotherme. Comme Fatima et Afida, aujourd'hui, beaucoup de femmes n'ont qu'un seul souhait, que leur voile ne soit tout simplement plus un sujet de polémique. Voilà pour ce zapping, ma chère Samira. Chers amis auditeurs, qu'est-ce qui a retenu ton attention, Samira, dans ce zapping? Oui, bah alors ça a commencé par la remarque d'Alain Juppé, c'est ça, qui parlait de l'île déserte, quelqu'un de diriger le pays. Je pense que il a très bien répondu. Maintenant, la question que je lui renverrai, c'est diriger ce pays. Oui, on en a vraiment besoin parce que je pense que ça manque beaucoup. Maintenant, je poserai la question dans quelle direction et avec quels moyens. Ça, on le verra tout à l'heure, il s'en est un peu expliqué hier soir, notamment pour les Français de l'étranger, qui sont un peu d'ailleurs désertés, boudés par les candidats. Voilà. Pourtant, ils sont très nombreux. Alain Juppé a pensé à eux, il a des choses à leur proposer, je vous détaillerai ça tout à l'heure, j'espère qu'on aura le temps. Intéressant. Ensuite, avec ce qui se passe avec Cyril Hanouna et TPMP, alors je connais bien cette émission. Maintenant, systématiquement, en fait, ils essuient des remarques sur comment sont traités les chroniqueurs, etc. Enfin, maintenant, je pense que les chroniqueurs font des choix. Cyril Hanouna a tout à fait raison de le souligner. Et puis maintenant, si ça dérange, les personnes ne regardent pas. Maintenant, est-ce que il faut réfléchir sur quelles sont les limites à franchir, à ne pas franchir? Ça, c'est une discussion globale, je pense, sur l'ensemble des programmes télé et pas se focaliser simplement sur ce que Cyril Hanouna fait. Concernant, alors après, il me semblait qu'en troisième, c'était le reportage de BFM TV consacré à deux femmes voilées. Ils ont subi leur parcours en fait, Afida et Fatima. D'accord. Alors j'ai pas regardé ce reportage, donc je sais pas quelle en est la nature. Maintenant, on l'a écouté. Voilà, on l'a écouté un petit peu. Maintenant, je relèverai encore juste un point, c'est toujours en fait les mêmes arguments qui nous sont renvoyés. Alors je dis nous parce que je porte
le voile également, donc je sais de quoi je parle en pratique et même peu importe, je pense qu'il y a une grande médiatisation par rapport à ça. Et donc c'est souvent la question de montrer sa religion, montrer son identité. Alors sur le point de l'identité, j'aimerais faire un point quand même parce que je suis quand même coach en développement personnel et donc je travaille sur tout ce qui est estime de soi, confiance en soi et la question identitaire est importante. Quand je vois le matraquage médiatique et également dans cette société où justement les personnes que j'accompagne on les ramasse à la petite cuillère, c'est-à-dire qu'en fait ils sont dans des problèmes identitaires, d'estime de soi, d'image de soi, justement parce que ils savent même plus qui ils sont. Et je pense qu'à un moment donné, quand ils s'attachent à quelque chose qui peut leur faire du bien et avec lequel ils ont cheminé, je pense qu'à un moment donné, faut apprendre à laisser plus d'épanouissement parce que franchement la société va vraiment mal. Et dans la question de montrer sa religion, c'est toujours la même question. Alors je travaille sur ces thématiques et ces problématiques, donc j'en ai fait un travail de recherche et je pense qu'à un moment donné, il faudra vraiment poser à plat la question du rapport entre l'Orient et l'Occident et notamment cette question du visible et de l'invisible et faire comprendre une bonne fois pour toutes que même si le port du voile et on le limite dans son appréhension, dans son caractère visible, le caractère qu'il porte, il est là c'est un choix personnel tout d'abord et il devrait l'être, même si il peut y avoir des cas où ça ne l'est pas, mais c'est de moins en moins fréquent. Et surtout, c'est une pratique de l'intériorité, c'est un cheminement spirituel et je pense qu'il faut le replacer dans son contexte. À un moment donné, je pense qu'on trouverait ça complètement ahurissant d'aller attaquer des yogis qui se mettent au jardin au bois de Vincennes pour faire leurs exercices de méditation en leur disant non mais écoutez, arrêtez de montrer votre religion parce que bon, le yoga au tout départ en fait c'est d'abord une spiritualité alors qu'en fait c'est une pratique de l'intériorité, c'est des mouvements extérieurs, c'est quelque chose d'extérieur qui est visible pour travailler l'intérieur et non pas dans une revendication ou autre. Et ce qu'on a voulu en faire politiquement, je pense qu'à un moment donné il faut taper du poing sur la table et dire ça suffit quoi. Alors ça suffit. Et on se retrouve juste après la pub pour la suite évidemment, parler de la vie tranchée et puis vos appels aussi au 08 92 23 99 50. C'est le grand forum, vous êtes bien installés, tout va bien? Bah nous aussi, à tout de suite. Et c'est le grand forum avec aujourd'hui Samira Karwa qui est avec nous, qui est toujours coach en développement personnel et organisatrice d'événements pour commenter l'actualité avec vous, chers amis auditeurs, au 08 92 23 99 50, mais aussi par mail lgf@francepagreb2.fr. Je vais commencer quand même par cette bonne nouvelle qu'on a appris hier soir. Elle est détenue au Yémen depuis 10 mois. L'otage franco-tunisienne Laura Noas a été libérée et transférée hier soir à Mascate qui est la capitale du sultanat d'Oman. Libération obtenue notamment grâce à l'intervention du sultanat. C'est le ministère des Affaires étrangères de ce pays qui a annoncé avoir réussi, je cite, à la demande des autorités françaises à retrouver l'otage et la transférer donc hier soir en attendant son rapatriement donc en France. Donc bonne nouvelle, libérée. Elle était d'ailleurs prise en otage à peu près dans la même période que Moussa. Elle aurait dû attendre un petit peu plus que lui pour sa libération. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle. Écoutez, on est preneur et c'est avec ça que je voulais commencer en parlant d'actualité. On va accueillir Kamel qui est avec nous au téléphone au standard 08 92 23 99 50. Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à ton invité ainsi qu'à tous les auditeurs et auditrices. Écoute, moi je voulais tout simplement partager avec vous finalement ce sentiment un petit peu nauséabond qu'on peut voir naître dans la société et notamment au travers de ce qui s'est passé effectivement à Marseille. C'est fait qu'on puisse aujourd'hui... Oui. C'était prévu pour tout à l'heure, mais bon, si tu souhaites en parler, vas-y. Bah, écoute, je vais donner mon avis, comme ça fera peut-être réagir les gens également. Moi, je crois qu'il est nécessaire. Il est nécessaire d'être ensemble et que ce genre de choses ne puisse pas se produire. C'est bien pour ça que les gens doivent prendre la parole. Je crois qu'il faut cesser ce repli. Je crois qu'il faut cesser de se taire. Je crois qu'il faut cesser d'avoir peur, d'avoir ses craintes, etc. Nous sommes là. Nos parents étaient là, nous avons participé, nous participons, nous développons, nous participons à ces efforts de paix les uns et les autres. Et je crois que c'est véritablement la posture que les uns et les autres doivent avoir. Il ne faut pas se replier, mais bien évidemment être là, présent. Ce que je veux dire par là,
c'est que ce que nous avons à dire, nous devons le dire, et grâce à vous, ça nous permet de nous exprimer, et c'est pour ça que j'interviens aussi souvent, pour justement essayer d'apporter cette pierre nécessaire à la construction de quelque chose qui soit solide. Nous sommes là, nous devons tous participer, et tu ne cesses de le dire, Christophe, à chaque fois qu'il se produit des choses dans notre pays, eh bien, on peut parler, on peut échanger, on peut discuter, mais surtout ce qu'il faut faire, c'est agir. Et agir, nous avons tous la capacité de le faire d'une manière ou d'une autre. J'apporterai un petit bémol à ce que tu dis, Kamel, si tu permets, parce que là, dans cette affaire bien précisément, en l'occurrence de la mosquée de Marseille, faut en connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire, et il s'agit réellement, non pas d'un manque de volonté de la municipalité de Marseille qui avait envie que cette mosquée voie le jour. C'est tout simplement, j'allais dire pour bien choisir les termes et pour n'invectiver personne, tout simplement pour mettre l'ego de côté de certains qui ont voulu aussi récupérer et être les chefs des chefs. En fait, tout simplement, pour faire simple, c'est la désunion de la communauté franco-musulmane de Marseille qui a fait qu'aujourd'hui on en soit là, c'est-à-dire à l'enterrer complètement ce projet. C'est dommage, ça pointe du doigt un problème qu'il y a à l'intérieur de cette communauté que je cesse de rappeler. C'est ce manque d'unité, c'est ce manque d'envie de construire quelque chose, parce que dès que quelqu'un essaie de faire quelque chose dans cette communauté, tout de suite jeter... j'allais dire, si la guillotine existait encore, il serait guillotiné. Voilà, désolé de parler comme ça, mais il y a un moment, il faut dire les choses. Ça suffit. Il y a des gens qui ont des choses et qui ont des choses à faire et qui ont des choses à faire valoir. On les laisse pas s'exprimer, on ne les laisse pas faire, parce que il y a toujours un ou deux ou trois parasites qui viennent essayer d'apporter leur grain de sel, mais c'est pas du bon grain de sel. Au contraire, c'est vraiment du très mauvais. Ce qui apparaît dans cette affaire, ça illustre bel et bien donc le manque d'unité, le manque d'organisation. Alors c'est vrai que c'est très simple pour nous d'aller dire regardez ce que font les autres, oui, ils nous pointent du doigt, il faut ceci, il faut cela. Et commencez par balayer devant votre porte, hein, balayons devant notre porte, et après on pourra parler des autres. Je pense qu'à un moment il faut se rassembler. Christophe, c'est bien pour ça, et tu as tout à fait raison de décrire ce tableau. C'est un tableau assez sombre. Il est un peu noir, oui, je te l'accorde. Mais moi je suis dans l'optimisme, et je crois, au travers des gens que je rencontre, de tous ceux qui interviennent, ne serait-ce que sur les ondes de France Maghreb 2, eh bien il y a un optimisme, et cet optimisme, ce bien-là, c'est celui qui doit gagner. Et je te le dis très sincèrement, nous allons gagner. Effectivement, le constat, il est celui que tu viens de donner. Il y a du boulot, hein, Kamel. Il existe. Non, mais ce boulot, je vais te dire, ça fait un certain nombre d'années que je participe avec d'autres, justement pour faire avancer, élever un peu ses consciences. Et c'est très important. Alors je te dis, et je le dis moi à tous ces gens, qu'ils soient à Marseille, Paris, etc., n'importe comment, les obscurantistes, vous ne gagnerez pas, parce que nous serons toujours là. Ouais. Et nous allons mener le combat. Et je signale, si tu me permets, Christophe, tu sais que nous travaillons à l'installation, et il nous reste très très peu de jours justement pour le lancement de ça. Je le dis, et je reviendrai sur l'antenne l'exprimer, nous lançons la première consultation nationale des musulmans de France. Pourquoi ? Parce que l'on considère que plus personne doit parler en notre nom. Plus jamais personne doit insulter nos sœurs, nos filles, nos femmes, nos enfants, etc. Il ne sera jamais plus question de ça. Donc nous lançons cette consultation autour de 12. Alors il y en avait beaucoup moins au départ. Et aujourd'hui, on s'est aperçu que finalement, il y avait quand même un certain nombre de questions qu'il fallait poser. Je vous en donnerai la primeur. Je ne peux pas les dévoiler tout de suite puisque nous travaillons encore les petits détails de ces questions en référence et notamment en résonance de ce qu'a fait l'Institut Montaigne, etc. Eh bien, nous lançons une consultation nationale des musulmans de France. Pourquoi ? Parce que l'État français s'est permis de mettre le débat de la religion en place publique. Eh bien, nous nous en emparons. C'est là où je te dis, mon cher Christophe, et c'est ça que je dis aux auditeurs, nous prenons aussi l'engagement d'être présents. C'est-à-dire, on fait les choses. Il y a énormément de gens, Christophe, et d'associations, de gens qui se battent tous les jours. C'est vrai qu'ils sont inaudibles. Il faut leur donner cette capacité, et vous le faites très bien, justement, d'être audible, mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin, et c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer. Restons optimistes, restons unis, et dans quelques jours, je vous dis, on lancera cette consultation au niveau national. Chacun d'entre vous sera appelé à répondre, si vous le voulez bien, au travers d'un site dédié, et sur lequel
vous pourrez vous exprimer sur un tas de sujets où, je le dis encore, mon cher Christophe, je viendrai donner la primeur de ces questions. On pourra en débattre les uns les autres, mais elles ont tourné auprès de 10 ou 20 personnes sur lesquelles j'ai veillé à ce qu'il y ait des retours. Toutes ces personnes sont des gens non encartés dans aucun parti politique. Ils sont des parents, des entrepreneurs, etc. C'est autour de gens tout simples, des gens lambda, de la société civile, qui ont composé ces questions que nous allons poser. Eh bien, ça, c'est un début, tu vois. Ça fait partie de toutes ces petites choses qu'on met les unes derrière les autres pour être plus grand, pour éveiller les consciences et finalement à se faire respecter, parce que c'est quand même un but important. Je sais que tu as une invitée qui est qui comment dire, travaille dans ce milieu un petit peu des médecines parallèles, etc., etc. C'est un petit peu tout ça, c'est un espèce de développement personnel à grande échelle, puisqu'il s'agit celui de notre communauté. J'aimerais bien d'ailleurs l'entendre réagir. Je vais laisser la parole aux uns et aux autres. Je te remercie encore une fois, Christophe. Et merci Kamel. Bon, à bientôt. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci Kamel. Oui, mais justement, on a le temps pour une petite réaction. Petite réaction alors. D'accord, une toute petite. Kamel, je trouve que votre initiative de la première consultation nationale, donc des musulmans, à savoir en France ou de France, est extrêmement intéressante. Et puis effectivement, je pense que au sein de la communauté, encore une fois, il faudrait pouvoir définir ce terme-là. Au sein de la communauté musulmane et pour avoir une grande expérience également du milieu associatif, notamment parce que c'est tout un microcosme. On remarque, et c'est souvent là où il y a les porteurs de projets pour ce qui est des mosquées, etc. On remarque une confiscation du pouvoir. On remarque que ça attire en fait des personnalités limite borderline, qu'on appelle un peu état limite, ou voire des vrais pervers narcissiques, c'est-à-dire que des personnes qui sont imbus de leur personne et qui sont un peu dans un égocentrisme et qui vont créer dans un projet qui à la base est vraiment dans l'intérêt général, vont créer en fait une dynamique de conflit interpersonnel qui va faire échouer des dynamiques intéressantes, et je pense qu'à un moment donné il faut mettre fin à ça. Allez, on passe maintenant à l'avis tranché, c'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y! Allez, c'est parti pour l'avis tranché de Samira Carrois, aujourd'hui, qui va nous parler du vaccin. Alors, bonjour à tous et à toutes. Le titre d'aujourd'hui de l'avis tranché est Les vaccins et nous. Peut-on discuter de l'obligation vaccinale? Alors que Marisol Touraine a lancé un débat citoyen sur la question de l'obligation vaccinale, dont nous nous réjouissons, Michel Rivasi a souligné que la France est presque une exception européenne à ce sujet. En effet, la France et l'Italie, selon nos recherches, sont les derniers pays à imposer la vaccination, et pourtant l'Allemagne, par exemple, présente la même couverture vaccinale que la France, alors que la vaccination est simplement vivement recommandée. C'est dans ce contexte que nous tenons à saluer très clairement l'initiative très intéressante et nécessaire du séminaire de l'OMAS, Organisation musulmane des acteurs de la santé, qui a eu lieu ce dimanche 2 octobre 2016, auquel on a eu l'occasion de participer à Paris dans un excellent cadre et avec une très bonne qualité d'organisation sur le thème vaccination et société française. Nous avons participé en grande partie à cette journée. Nous avons souhaité présenter les enjeux du débat public qui s'est déroulé et inviter nos auditrices et auditeurs à nous donner leur avis tout à l'heure. Le débat était posé dans les grandes lignes, dans le sens faut-il oui ou non maintenir l'obligation vaccinale, ou plutôt laisser au libre choix de chacun, fondé sur un consentement éclairé évidemment, mettant en balance intérêt général, liberté individuelle, sur la base du respect de l'intégrité corporelle. Si selon nous, à l'heure actuelle, nous ne pouvons clairement remettre en cause incontestablement l'intérêt de la vaccination dans ses objectifs principaux, bien que ça pourrait être discutable, mais en approfondissant les recherches, donc qui consiste dans la vaccination, qui consiste à maintenir la population générale donc en bonne santé par des mesures préventives nécessaires qui ont prouvé leur efficacité par le passé et dans leur rapport historique. Néanmoins, on ne saurait nous opposer d'en discuter les moyens, et notamment aussi le rapport d'efficacité et innocuité. C'est-à-dire, donc le terme innocuité, c'est le fait en fait d'être inoffensif, et que donc dans ce rapport efficacité-innocuité, c'est le principe que la vaccination telle qu'elle se pratique aujourd'hui ne nous permet pas de considérer comme justifier les risques encourus
par la population, surtout lorsqu'il s'agit des enfants, et que des troubles graves ont été secondaires à des administrations de vaccins, qui pour prévenir une maladie hypothétique, mais potentiellement dangereuse, nous ne le nions pas, a finalement déclenché un autre, mais bien réel, grave problème de santé. Donc dans cette balance efficacité-innocuité, à discuter. C'est là que nous rejoignons le docteur Robert Cohen, président de la Société française de pédiatrie, qui soutient clairement le HCSP, qui est le Haut Conseil de santé publique, un comité d'experts des autorités sanitaires, selon un article du Figaro qui a clairement appelé à une remise à plat de la politique française dans le domaine de la politique vaccinale et qui rappelle bien entendu, en accord avec l'OMS, que la vaccination reste l'action de la santé publique la plus efficace, et nous rajouterons connue jusqu'à maintenant. Et le docteur Cohen de continuer, la politique actuelle est le fruit de l'histoire et non pas de la gravité des maladies. En effet, nous avons constaté que les vaccins contre l'hépatite B et le papillomavirus, maladies qui occasionnent respectivement 1300 décès annuels par cirrhose et cancer du foie concernant l'hépatite B et 1000 décès annuels par cancer du col de l'utérus, avaient le statut de vaccin recommandé, alors que ces maladies présentent la même mortalité, voire plus que certaines maladies dont le vaccin est à caractère obligatoire. À rappeler que le seul véritable vaccin sous le coup d'une obligation légale se trouve être le DTP, donc diphtérie, tétanos, poliomyélite, prescription encadrée par la loi, et tenez-vous bien, c'est une loi de 1964. On peut se demander légitimement ce que font depuis tout ce temps nos politiques pour mettre à jour la loi sur la politique vaccinale au vu des énormes progrès en biotechnologie et en biorecherche médicale, trop occupés, il est vrai, à réfléchir à des projets de loi contre le burkini ou pour exclure des citoyens français du système universitaire, comme s'ils n'en avaient pas déjà assez fait. D'ailleurs, pour revenir à l'événement de l'OMAS ce dimanche, le maître Bolaki, dans son intervention à ce séminaire, intervention qui était donc les fondements juridiques de l'obligation vaccinale en France, a très justement expliqué que l'industrie du vaccin ou bio-industrie exerce son activité non pas en toute illégalité, mais presque, en fait, dans une zone de non-droit. Nous ajouterons une remarque sur cet événement extrêmement intéressant. Cependant, il était dommage d'observer en fait un déséquilibre entre la qualité d'expertise des intervenants globalement plutôt en faveur de l'obligation vaccinale, à défaut de mieux, pourrait-on dire, face à deux mamans qui sont intervenues, que nous avons pu écouter, qui ont eu le courage de s'exprimer pour discuter de cette même obligation et de ses risques sur la santé, et elles en ont subi les conséquences. Elles ont dû mener un dur combat pour se faire entendre, et pour l'une d'entre elles, juste pouvoir respecter la loi, c'est tout ce qu'elle désirait, qui ne concerne que l'obligation donc vaccinale du DTP, dont elle s'est vite rendue compte qu'il n'existait pas vendu seul, mais qu'il était vendu en fait avec d'autres valences, c'est-à-dire mélangé à d'autres sources de vaccination, on pourrait dire d'autres vaccins. C'est-à-dire basés donc sur d'autres principes vaccinaux qui couvrent d'autres maladies dont la prévention est simplement recommandée et non obligatoire. C'est-à-dire que si vous voulez juste respecter la loi, les industriels ne vous permettent pas de prendre simplement le DTP, et que quand vous voulez inscrire votre enfant dans le système scolaire, eh ben on vous le réclame, sinon on ne l'inscrit pas. Nous avons à juste titre souligné le fait que nous sommes au final tributaires des industriels et de leur bon vouloir de fournir et mettre à disposition le DTP seul sans qu'il ne soit mélangé à d'autres vaccins bio-industriels qui disent rencontrer des problèmes de production. C'est vrai qu'avec 42,3 milliards de chiffre d'affaires annuel en 2016, et l'année n'est pas encore terminée, contre 20,3 milliards de chiffre d'affaires annuel pour la même bio-industrie, soit avec un taux de croissance de plus de 11,5% en pleine crise économique, on peut bien comprendre qu'ils puissent rencontrer des problèmes de production. Il faut savoir que l'industrie du vaccin est une nouvelle économie dite économie de la connaissance, fondée sur la recherche, les biotechnologies, les plateformes technologiques. Face aux autorités sanitaires et des agents du gouvernement, les industriels du vaccin se trouvent au cœur d'enjeux politiques majeurs et en première ligne d'enjeux stratégiques importants qui font craindre que la balance du profit et de l'intérêt, profit-intérêt général relève tout de même de notre santé et celle de nos enfants, ne penche pas en notre faveur quant au choix des stratégies de développement et de commercialisation de ces vaccins sur lesquels en fait on n'a aucun contrôle sur leur contenu. Et entre autres, une autre controverse importante qui a fait monter la méfiance des Français à 40% concernant les vaccins, la présence d'aluminium, et même nous l'avons découvert dimanche lors de ce séminaire de l'OMAS, la présence de nanoparticules dont la justification est qu'ils améliorent la réponse immunitaire. Oui, mais à quel prix? Avant 2008, il n'y avait ni aluminium ni nanoparticules, et le formaldéhyde qui était précédemment présent a également été supprimé. Pourtant, les vaccins étaient tout aussi efficaces. Et Maître Ludo,
toujours dans cet même événement de dimanche, lors de son intervention, nous a expliqué que lors de ses recherches, il est arrivé à la conclusion que ces nanoparticules entraient dans l'organisme pour y rester à tout jamais, avec des effets dont on ignore quasiment tout et dont on est incapable de savoir à quels endroits ces nanoparticules vont accéder, se fixer, avec quelles actions, en sachant que leur taille relevant du micromètre, elles peuvent aller quasiment partout, même dans nos noyaux cellulaires qui contiennent l'ADN, le centre informatif essentiel et la signature de chacun d'entre nous. En conclusion, le manque de transparence des industriels du vaccin, la recherche de la vérité des parents systématiquement traités quand ils discutent l'obligation vaccinale d'irresponsables, subissant pression, menaces de sanctions pénales ou de se voir retirer leurs propres enfants ou de les exclure du système, la volonté d'avoir le choix de respecter la seule loi datant de 1964 statuant sur le caractère obligatoire du DTP, obligation non corrélée au risque de ces maladies puisque le vaccin contre l'hépatite B, lui, n'est pas obligatoire, le fait que la production et la distribution de ces vaccins soit aux mains d'industriels qu'il faut l'avouer, sont dans une recherche de profit et les liens obscurs qu'ils entretiennent avec le monde politique et de la santé confirment en fait les craintes du professeur Jean-Louis Koch, responsable du centre de vaccination de l'hôpital d'instruction des armées Robert Piquet à Bordeaux, en ce sens que ces conflits dans le débat sur l'obligation vaccinale est en train de devenir un obstacle à la bonne pratique vaccinale qui rejoint ce que pense le docteur Robert Cohen, à savoir que l'État doit s'engager au travers de campagnes publiques de sensibilisation, et nous rajouterons en toute transparence, avec un comité de contrôle encore plus strict de ce que nous proposent les bio-industriels, voire même envisager que cette activité soit sous le contrôle d'une instance complètement indépendante et des politiques et des industriels, mais au seul service du peuple et de la santé publique. Merci. Eh bien écoutez, ma foi c'est complet et c'est même limite inquiétant. Ce que tu nous racontes, Samira. Oui, tout à fait. En fait, c'est un des champs de travail sur lequel en fait je fais des recherches depuis un moment. Et faut savoir quand même que le professeur Joyeux, quand il a soulevé justement ces questions au travers de la vaccination, on l'a quand même radié de la médecine. Donc c'est quand même, il y a quand même une pression de l'État, une pression générale quand on essaye de poser des questions. Le maître Ludo que j'ai cité tout à l'heure pour découvrir en fait les nanoparticules, l'aluminium, etc. dans les vaccins, a dû aller à l'étranger en fait pour étudier avec des microscopes à balayage électronique le côté qualitatif et quantitatif de ces vaccins. Donc à un moment donné, on peut se poser la question, pourquoi ce manque de transparence, pourquoi cette opacité, alors qu'en fait il y a énormément d'argent en jeu, et surtout dans l'autre côté, c'est ce qui nous intéresse, c'est notre santé, la santé de nos enfants, la santé du peuple qui est en jeu, et ça a pas de prix. Eh oui, effectivement. Cela dit, ceux qui doivent impérativement vacciner leurs enfants, car c'est obligatoire, tu l'as rappelé tout à l'heure. Alors la loi date de 1964 et impose le DT polio, c'est le seul. Mais là par exemple les mamans qui sont allées chez le médecin généraliste et pour qui en fait on a demandé qui a fourni en fait l'ordonnance, se retrouvent quand ils vont à la pharmacie devant le fait qu'en fait on ne peut pas acheter le DT polio tout seul, c'est-à-dire que le DT polio, il est dans une forme dont on appelle pentavalent, hexavalent, c'est-à-dire en fait en gros DT polio, donc c'est 3 maladies, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, et on va rajouter systématiquement 1, 2, voire 3 ou 4 autres maladies, dont l'hépatite B, qu'on injecte en fait à un enfant de 2 mois, dont la barrière hématoméningée, c'est-à-dire c'est la barrière qui va protéger la circulation sanguine du système cérébral, du cerveau, n'est même pas encore formé, et dont le système immunitaire va être boosté à un point, en fait voilà, même des médecins se disent pourquoi ce calendrier vaccinal, pourquoi ça s'est mis en place comme ça, etc. Il y a de nombreux pédiatres quand même qui posent la question ou qui la posent en off parce que justement ils ont peur de la radiation, etc., parce que dès qu'on pose des questions, on a la menace pénale, la menace de la sanction, et on est, alors le maître Ludo avait parlé de dictature, et c'est vrai qu'on est dans une véritable dictature, et je pense que il faut pouvoir équilibrer les choses. Dire, alors moi je ne suis pas encore, je peux pas me prononcer et dire non à la vaccination. Maintenant la vaccination s'est développée dans un moment et a amené du bien. Maintenant il faudrait redéfinir. Le problème c'est qu'on est tellement soumis à cette question de la vaccination qu'on peut pas savoir ce que deviendrait en fait cette société sans ça. Donc ouais. Dans un instant, Samira, on va accueillir notre invité aujourd'hui qui est Adrien Lettès. On rappelle qui est Adrien Lettès pour les auditeurs qui nous rejoignent.
Samira. Oui, pardon. Ah, excuse-moi. J'ai eu un petit bug. Alors, vas-y, on recommence. Adrien Lettès, donc, va recevoir dans quelques instants. C'est ça, tout à fait. Alors, Adrien Lettès, je le rappelle, est enseignant de la pensée musulmane à la Sorbonne. Et il a consacré donc plusieurs articles à Al-Ghazali, donc l'auteur du 12e siècle, hein, si je me trompe pas de siècle, dans Arabica et Orient. Il s'attache dans son travail actuel, entamé avec le livre Amour chrétien, amour musulman, édité en 2015, à établir des liens entre la tradition musulmane et d'autres traditions religieuses ou philosophiques. Travail extrêmement intéressant. Et on y reviendra dans un instant. Et juste auparavant, on parlera évidemment des migrants et de cette traversée de la mort, on peut l'appeler ainsi, oui, de la Méditerranée, qui doit certainement compter un certain nombre de corps qui jaillissent au fond de la mer pour des personnes qui souhaitent ou espèrent un nouvel Eldorado, ou plutôt fuir la guerre et la misère de leur pays d'origine. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur votre radio. Un bon début de soirée sur France Maghreb 2. C'est le Grand Forum. Et on parle de tous les sujets dans cette émission, comme l'exemple en a été donné il y a quelques instants avec Samira Karoua, qui est toujours coach en développement personnel et organisatrice d'événements, pour nous accompagner avec vous, auditeurs, auditrices, au 08 92 23 99 50. Nous devrions avoir notre invité dans quelques instants, Adrien Lettès, donc pour parler de ses différents ouvrages et de ses recherches, bien sûr, dans un instant. Mais juste auparavant, je voulais évidemment vous parler de ce qui se passe à propos des migrants et de la Méditerranée. Retenez bien ce chiffre, 6055. C'est le nombre exact de migrants qui ont été secourus hier en Méditerranée. Après plusieurs semaines de calme relatif, de nombreuses personnes tentent à nouveau donc la traversée pour rejoindre l'Europe. Une traversée périlleuse et meurtrière. Au moins 12 morts donc hier, principalement des femmes et des enfants. Certains noyés, d'autres qui ont succombé par asphyxie à cause des émanations de carburant, ou encore par des hydratations hypothermiques. En tout, une quarantaine d'embarcations de fortune secourues au large des côtes libyennes par des navires militaires italiens et européens, par des bateaux humanitaires. À bord, donc 6055 personnes, c'est l'un des bilans des plus élevés de l'année. Il faut dire que la mer était calme, hein, comme le 30 août dernier, lorsque 6500 migrants avaient pu être sauvés en une seule journée. Les départs depuis la Libye restent importants. On estime qu'ils sont plus de 132 000 à être arrivés en Italie depuis le début de l'année. Plus de 3000 autres ont perdu la vie et des nouveaux drames d'hier interviennent. Samira, 3 ans jour pour jour après le terrible naufrage d'une embarcation au large de Lampedusa, 366 cadavres avaient été repêchés. D'autres gisent sans doute encore au fond de la mer. Un drame donc qui avait secoué les consciences, alerté l'opinion. L'Italie fera même d'ailleurs de cette journée du 3 octobre, donc d'hier, la journée nationale de la mémoire. Samira. Oui, alors écoute, cette situation avec les migrants, elle est juste effroyable, scandaleuse et inadmissible. Et j'ai envie de dire, à quel moment on y met fin? Et à quel moment? Alors bien entendu, bon là, il s'agit en fait de migrants qui viennent de Libye, et je pense que la logique sécuritaire, comme le dit un journal national, la logique sécuritaire qui pousse en fait ces hommes et ces femmes à passer par des moyens en fait cachés pour essayer de sauver leur vie. Enfin, s'ils partent, faut bien les replacer dans leur replacer tout ça, tout ce phénomène de migration dans son contexte. Ce sont des vies humaines. S'ils étaient bien là où ils étaient, si leur vie n'était pas mise en danger, ils se mettraient pas encore plus en danger. Et on parlait tout à l'heure dans mon avis tranché du rapport de certaines balances. Et là, en fait, c'est pareil dans un équilibre lié à la question de la sécurité et du danger. Dans cette balance-là, ils se mettent en danger pour aboutir en fait à une sécurité pour eux-mêmes et surtout, je pense, pour leurs enfants. Et ça, c'est voilà. Donc en fait, c'est comme s'ils avaient le choix en fait de mourir là-bas ou de mourir en Méditerranée ou d'essayer de mieux vivre ou de survivre ici sur nos territoires. Et je pense qu'à un moment donné, l'Europe, on doit être face à nos responsabilités et au niveau international,
que pour toutes ces vagues de migration, réintroduire en fait ces problématiques dans une gestion également géostratégique globale et en savoir l'origine et essayer d'agir au mieux pour enrayer cette vague de migrants et aussi donner une solution et arrêter d'opposer une logique sécuritaire et de faire de la Méditerranée un cimetière. Un véritable cimetière, parce que c'est le cas pour les migrants qui, comme on dit évidemment, ne choisissent pas de gaieté de cœur de quitter leur pays et de prendre tous les risques et même de dépenser leur moindre économie, parce que ça coûte extrêmement cher, faut le savoir quand même. C'est des fortunes qui sont demandées à ces gens qui souhaitent donc traverser la mer pour tenter de rejoindre l'Europe. C'est pas toujours le cas, malheureusement, parce que ça passe par des parcours et des embarcations de fortune qui ne répondent pas à des normes de sécurité. Et on n'hésite pas. Vous vous rendez compte quand même qu'ils soient obligés de prendre femmes et enfants et de leur faire prendre tous les risques finalement. C'est pas de gaieté de cœur, encore une fois. Nous, on est tranquillement installés, c'est vrai, ici en France. On a tout le confort possible et imaginable. On a de quoi manger, de quoi pouvoir respirer et surtout de quoi pouvoir profiter de la vie ici dans ce beau pays qu'est la France. Eux n'ont plus rien, c'est-à-dire qu'ils n'ont que la guerre, la peur au ventre du matin au soir et la nuit aussi, de peur de mettre en insécurité leur famille, et ils se doivent de prendre cette lourde décision, parce que c'est pas, encore une fois, une décision qu'on prend à la légère, que de partir de son pays et d'aller surtout, Samira, ce qu'il faut dire, dans des endroits qu'ils ne connaissent pas. Oui, c'est ça, ouais, mais c'est pour faire ce choix-là, c'est qu'ils sont dans une absence de choix total, en fait, finalement. C'est qu'ils sont au pied du mur, et Amnesty International avait raison d'avoir lancé une pétition pour rappeler nos États de l'Union européenne. Et en fait, il y avait plusieurs éléments dans cette pétition, et il disait donc, un des éléments, c'était qu'il renforce les opérations de recherche et de sauvetage en mer Méditerranée et Égée par une intervention coordonnée de tous les États de l'Union européenne, et qui garantissent à celles et ceux qui fuient les conflits et la persécution donc un accès légal et sécurisé à l'Union européenne pour éviter des parcours dangereux, une protection internationale à leur arrivée sur le territoire européen, et qui cessent de coopérer avec des pays ne respectant pas les droits de l'homme dans le but de contrôler les migrations. Donc je pense que cette pétition était assez intéressante, et je ne sais pas en fait à quoi ça a pu aboutir, mais là pour l'instant concrètement les morts s'accumulent, et je pense que c'est important qu'on puisse tirer la sonnette d'alarme. Et les auditeurs, s'ils souhaitent évidemment nous en parler, peuvent le faire via le standard 08 92 23 99 50, mais aussi par le biais des mails lgf@francemaghreb2.fr, en nous laissant aussi votre message sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Pour l'heure, c'est notre invité. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. L'invité ce soir sur France Maghreb 2, et c'est Samira qui va être en charge et aux commandes de cette interview, histoire de nous faire profiter et de ne rien louper de cet entretien avec monsieur Adrien Lettès qui est avec nous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir Adrien Lettès. Samira. Oui. Alors, on s'est rencontrés lors de votre formidable événement, l'événement qui était organisé à Lima. Donc vous êtes enseignant de la pensée musulmane à la Sorbonne, et vous avez consacré donc plusieurs articles à Al-Ghazali dans Arabica et Orient, et notamment vous avez effectué un travail colossal en fait dans Amour chrétien, Amour musulman, afin d'établir des liens entre la tradition musulmane et d'autres traditions religieuses et philosophiques. Alors voilà, je vous laisse la parole pour nous parler un petit peu de ce qui a motivé votre travail quand vous avez décidé de vous pencher sur cette écriture d'Amour chrétien, Amour musulman. Oui, alors Amour chrétien, Amour musulman, alors c'est une considération contemporaine de laquelle je suis parti. Je m'intéressais un petit peu à la question de l'amour et au débat qu'il y avait sur cette question, dans des livres, des émissions radiophoniques, télévisées, des discussions entre les gens. Et j'ai été étonné de voir qu'on parlait beaucoup de religion dans ce débat, mais quand on parlait de religion, c'est toujours de christianisme en fait. Et je me suis demandé, mais pourquoi l'islam, qui est censé être la deuxième religion dans ce pays, ne participe pas au débat. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire une chose qui est pas courante, de faire un livre, donc un livre quand même un peu savant, à partir de la tradition, étant donné que
L'islam, d'une façon tout à fait équivalente au christianisme, est une tradition, pas seulement des sources, en particulier pas seulement le Coran, mais à partir de ces sources, le Coran, le hadith, la parole du prophète, toute une tradition des œuvres qui sont élaborées successivement à partir de ces sources, comme le christianisme. Donc, de mettre les deux vraiment sur un pied d'égalité, ce qui est normal étant donné que les deux sont des traditions, ce qui est aussi normal étant donné que en France aujourd'hui, en Europe, on a, si on peut dire, deux grandes religions, et de voir ce que les deux traditions ont à nous dire, nous, aujourd'hui, sur cette question vraiment importante, je pense, qui intéresse quand même pas mal de gens. Voilà. Oui. Alors, merci. Alors, justement, concernant l'islam, vous avez soulevé quelque chose d'intéressant, notamment qu'on ne l'assimile pas facilement. Enfin, voilà, vous vous êtes posé la question, c'est ce qui vous a amené dans ce travail, à ce travail sur l'amour. Et donc, c'est absent du débat. Je reprends un petit peu ce qui est dit en fait dans la présentation de votre livre. Et donc, et comme cette dernière, donc en fait, votre livre en fait touche la question du dialogue interreligieux. Vous avez voulu donner en fait quelque part en fait une alternative en fait à un monologue et un dialogue assimilateur sur l'amour qui serait exclusivement en fait basé sur les sources du christianisme et donc en opposition. Alors il y a deux choses, si vous me permettez de vous interrompre. Il y a deux choses. Il y a le monopole chrétien qui bien sûr a plein de raisons. Enfin ça s'explique, mais aujourd'hui je pense que ça tient plus. Et il y a aussi ce que j'appelle le fondamentalisme, dans un sens très libéral, hein, c'est que quand on parle de religion, en particulier d'islam, on pense, on parle de source. Et donc un dialogue entre Bible et Coran, finalement, c'est pas un vrai dialogue, c'est un complètement faux dialogue, puisque les deux religions sont beaucoup plus que ça. Elles sont des traditions avec des gens qui ont élaboré toute une pensée à partir de ces sources, bien sûr, mais ça va beaucoup plus loin. Et donc, voilà, je me suis dit qu'un dialogue interreligieux, s'il doit exister, je pense qu'il doit exister, et c'est même vital, hein, il doit se faire, non pas à coup de versets, voilà, mais à partir des deux traditions qui sont encore une fois tout à fait équivalentes. Alors, qui sont, oui. Alors, quand vous employez le terme tradition, c'est dans la forme, enfin dans la définition que René Guénon en donne, c'est-à-dire la forme traditionnelle qui est rattachée à la transcendance. Ah non, pas du tout. Non. Alors là, vous voyez, René Guénon, et d'ailleurs le soufisme en général, c'est très loin. Moi, je regarde, alors puisqu'on parle de l'islam, je regarde un auteur qui est, alors moi, que j'aime beaucoup, mais après, il y a des différentes chapelles, comme vous savez, d'autres, mais je pense qu'il est vraiment presque unique, ou du moins très rare, dans le sens où finalement, il est limité à aucune case, oui, tout à fait. Oui, et donc ce fameux Razali qui qui n'a pas le côté un petit peu un petit peu élitiste des soufis, finalement, qui est accessible à très peu de gens, qui n'a pas le côté un petit peu sec de ce qu'on pourrait appeler les fondamentalistes, qui pense qui est très imprégné de philosophie, tout en ayant toujours en vue, si vous voulez, la vie musulmane, l'aspect concret, pratique de la religion, enfin de la vie religieuse, en tout cas musulmane, et donc voilà, qui parle de choses, je pense, qui parle à la fois de la prière et de choses comme l'amour, de choses un peu plus conceptuelles, mais voilà, toujours avec une perspective pratique, une perspective éthique aussi, tout en étant complètement conforme à la loi, tout en s'en tenant toujours à la loi, et qui arrive à avoir une parole, à mon avis globale, qui touche vraiment un plus grand nombre possible de musulmans. Il y a des choses un peu plus difficiles que d'autres, mais globalement tout ce qu'il dit est vraiment pertinent. Je ne veux pas dire qu'il va être nécessairement accepté, mais pertinent pour une grande partie des musulmans. D'accord. Ce qui fait qu'il est encore très lu aujourd'hui, du moins très 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 invoqué. Et puis, alors ça c'est très important pour nous aujourd'hui. C'est un auteur bien sûr qui est sunnite, qui appartient, mais qui a été lu par des chiites, par des ibadites. Son grand livre, La réunification des sciences de la religion, on en a fait des recensions des versions chiites, des versions ibadites.
Aujourd'hui, on le traduit énormément. Alors la traduction, ça c'est une autre chose très importante pour nous aujourd'hui en France. Hein, bien traduire, là je parle pas seulement de Razali, toute la tradition musulmane, qu'elle soit rendue accessible au public français et européen d'ailleurs en général. Hein, et ça c'est possible, mais ça demande un travail, je dirais une organisation de la traduction qui n'existe pas toujours pour qu'on ait des choses vraiment qui soient qu'on fasse honneur à ces grandes œuvres. Alors c'est justement très intéressant ce que vous dites. Alors juste pour un peu conclure. Alors dans Amour chrétien, Amour musulman, vous donnez la voix donc à Augustin d'un côté, donc en 364 430 et Razali de l'autre, et sans opposition aucune, puisque on l'a bien compris, en fait c'était plutôt dans une suite traditionnelle en fait qui se parlent en fait dans quelque chose qui font écho les uns et les autres, enfin et après avec alors attendez là je vous arrête tout de suite, ils sont différents, même très, alors on pourrait dire, je le dis pas, mais on pourrait dire en ce moment qu'ils sur certains points ils s'opposent vraiment, mais justement c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait la richesse de notre société, hein, la richesse de la coexistence de ces deux religions, c'est qu'on a des traditions justement différentes, parfois un peu qui s'opposent, mais qui s'opposent d'une façon constructive. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Si on fait un vrai dialogue entre les deux, on va s'enrichir de ces différences. Évidemment, elles vont pas être source de conflit, au contraire d'un échange, d'un enrichissement mutuel. Simplement, il faut qu'il y ait le dialogue. Voilà, il faut pas qu'on ait peur de dire qu'on est différent. Parfois même sur certaines choses, pourquoi pas opposer, ce qui ne nous empêche pas de dialoguer. Mais à mon avis, une première chose, c'est reconnaître, et puis ça passe par la connaissance. Connaître, voir clairement ces différences, les mettre face à face, faire échanger sur la base des différences. Et à mon avis, c'est à partir de là, il faut pas la présupposition de, comme on dit beaucoup aujourd'hui, de valeurs communes, à mon avis est mauvaise, parce que c'est des idées préconçues en fait. Ces valeurs communes, moi je dirais plutôt des points communs, des éléments que des points communs. On va les découvrir. C'est en regardant nos différences qu'on va découvrir ces points communs. Et là, ça sera une base solide de coexistence. Alors que si on part du principe qu'on est finalement à peu près la même chose, ce qui d'ailleurs suppose une grande ignorance de nos traditions respectives. Si on part de ce principe, on va ignorer, on va fermer les yeux sur les différences qui existent, et ça, à mon avis, c'est mauvais. Il faut les regarder, il faut les comprendre, il faut les échanger, et à partir de là, construire quelque chose de commun. Et justement, en fait, ça, pour conclure, faire quelque chose de très concret, finalement, justement, en prenant en considération tout cela, en quoi les textes d'Al-Razali, qui datent de plusieurs siècles, peuvent être opérants actuellement pour la question de ce qu'on a appelé, de ce que vous aviez évoqué justement à l'Institut du monde arabe, la réforme de l'islam, pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent, justement, quel exemple, par exemple, pratique, vous avez à nous formuler aujourd'hui? Oui, alors là, oui, une question alors encore plus brûlante que tout ce qu'on a dit, la question de la réforme de l'islam. Je pense, je pense que ce qu'on entend sur la réforme de l'islam, enfin, moi, en tant que, comment est-ce qu'on peut dire ça, un peu connaisseur de la tradition musulmane et enseignant cette tradition et travaillant et écrivant dessus, ce qu'on dit sur la réforme de l'islam, pour moi, est simplement absurde au sens où tout le monde s'accorde à l'air de présupposer que une réforme de l'islam ne peut venir que de l'extérieur, que ce soit l'État ou des grandes institutions, que l'islam est quelque chose d'un petit peu figé et que si on veut le faire bouger, il faut un peu lui imposer, il faut que l'État, qu'on nomme une personnalité, qu'on nomme Jean-Pierre Chevènement, ou qu'on crée une fondation des œuvres de qui va, comme on entend souvent, relancer l'islam, ou qu'on va faire un grand chantier pour cette... Et voilà, moi, pour vous, c'est une erreur. C'est pas une erreur, c'est absurde. Moi, c'est ma connaissance, ma pratique de la tradition musulmane qui me fait dire ça, puisque je vois une tradition, au contraire, une tradition finalement, donc quelque chose d'évolutif, quelque chose qui n'est jamais terminé, qui ne demande qu'à être poursuivi. Et
voilà, et aujourd'hui, voilà, peut-être les musulmans ne le font pas ou pas assez aujourd'hui en France et en Europe, mais voilà, ils peuvent le faire. Hein. Ils ont des ressources d'une richesse, voilà, qu'on n'imagine pas, non seulement dans la quantité, mais la qualité et la diversité aussi, puisque cette tradition, pourquoi elle peut être une ressource pour la réforme, parce qu'elle n'est pas du. Alors bien sûr, comme je disais tout à l'heure, elle n'est pas. C'est une tradition, donc les sources sont là, mais les sources ne sont qu'un point de départ. Et puis il n'y a pas que les sources normatives, il n'y a pas que le Coran et le Hadith, la parole du prophète. Il y a aussi la philosophie qui est très présente. Il y a aussi ce que j'appelais les sources empiriques, c'est-à-dire que les savants musulmans, quand ils regardent une question, une question comme celle du mariage, par exemple, ils regardent les faits autour d'eux, ils regardent comment les gens se comportent, hein, et donc ces faits humains, cette réalité humaine est très présente. Bien sûr, les faits humains de Razali sont pas les mêmes que les nôtres. Mais on a là plein de sources d'inspiration, si vous voulez, pour faire une réforme de l'intérieur. Ou bien sûr, on va partir du Coran, aussi du Hadith, le Hadith étant quelque chose de très très varié lui aussi. Et on va partir, pourquoi pas, on va partir aussi de la philosophie, puisque la philosophie a été en fait, que finalement dans l'histoire. Voilà, elle a été, quelqu'un comme Razali qui n'est pas du tout, qui se dit pas philosophe, qui n'est pas considéré comme un philosophe. Il emploie d'ailleurs, sans le dire, mais énormément la philosophie. Donc ça, il y a rien d'incompatible avec l'islam. Et puis, peut-être encore plus important, ce que j'appelais les sources empiriques, que cette tradition s'élabore aussi par rapport à notre réalité humaine, sociale, si vous voulez, qui est aussi une source. Et donc, vraiment, on a tous les éléments, toutes les ressources sur cette réforme interne qui me semble aller de soi, et pourtant on ne parle que d'une réforme externe, un petit peu imposée et venant d'en haut. Et donc une réforme de l'extérieur, à mon avis, de toute façon, est vouée à l'échec. D'accord. Oui. Oui. Si on veut une vraie réforme, il faut qu'elle parte de l'intérieur. Et on a toutes les ressources pour ça. D'accord. Alors, quand vous parlez de réforme, monsieur Lettès, pardon de m'introduire dans le débat, quand vous parlez de réforme, vous parlez bel et bien de réforme des textes, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, là je m'appuie encore une fois sur les propos de quelques spécialistes en la matière, des imams en l'occurrence, qui disent, alors peut-être pas assez fort, on les entend pas assez fort, qu'il faudrait faire justement du travail de compréhension, et plutôt par rapport aux hadiths qui sont pour certains non identifiés ou pas révélés, et faire un petit peu le ménage en quelque sorte dans tout ce qui apparaît et tout ce qui nous vient de l'islam. Alors ça me paraît encore, c'est quelque chose, alors je dirais pas absurde, mais très nocif en fait, puisque la première caractéristique du hadith, c'est sa diversité, et c'est le doute finalement qui règne tout le hadith. Les savants du hadith sont jamais sûrs de la vérité d'un hadith, et en fait ils n'emploient pas le mot quand ils disent quand on parle d'un hadith sahih en arabe, ça veut dire saint, ça veut dire que sa transmission est conforme aux normes techniques, si vous voulez. Donc jamais sûr que le prophète, les savants eux-mêmes, les savants traditionnels, ne disent jamais que le prophète a vraiment dit ça. Ça c'est une obsession à nous. Moderne, est-ce qu'il a vraiment dit ou est-ce qu'il a pas vraiment dit? C'est une obsession historique, si vous voulez, mais ce qui n'est pas du tout la vision des muhaddithun, des savants du hadith, qui eux, ce qui les intéresse, je parle des savants du hadith, c'est la transmission, et à partir du moment où la transmission est conforme à des normes, ça passe. Et ce qui veut dire qu'on va associer on va rassembler dans un même livre de hadith finalement des paroles attribuées qui remontent, qui sont censées remonter au prophète, mais qui sont différentes, parfois même très différentes, même contraires. Ça pose aucun problème puisque le critère c'est la transmission. Donc si vous voulez, on a cette diversité d'opinions qui est interne. Je parle de la science du hadith. La science du hadith, elle favorise la diversité d'opinions, contrairement à ce qu'on pense. Elle n'est pas du tout obsédée par l'authenticité, la vérité historique et autre chose, puisqu'on parlait de Razali, vous avez d'autres savants qui ne sont pas des spécialistes du hadith, mais pour qui la transmission et la vérité, l'authenticité n'a aucune importance. Ce qui les intéresse, c'est le contenu. Et ils vont
ils vont développer, d'ailleurs, donc se servir, enrichir leur, faire entrer ou même introduire des hadiths dans leur argumentation parce qu'ils y ont trouvé un contenu religieux qui leur semble qui a quelque chose d'instructif d'un point de vue religieux et pas du tout parce que le prophète l'a vraiment dit ou pas. C'est pas du tout leur. Donc vous avez ces deux attitudes. Vous voulez d'un côté une attention presque exclusive pour la transmission et qui permet une diversité de contenus. Là, je parle des savants du hadith. Et puis chez d'autres comme Razali, un désintérêt total pour la transmission et la seule chose qui les intéresse, c'est le contenu. Mais dans les deux cas, si vous voulez, l'authenticité, la vérité historique, une parole remonte vraiment au prophète, c'est une question vraiment très très secondaire. Et ça, je pense que c'est quelque chose de moderne aussi qui mériterait qu'on s'en inspire aujourd'hui. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cet entretien avec vous, Monsieur Lettès, et on vous remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. C'est l'ignorance qu'il faut absolument combattre et c'est d'essayer de se rapprocher de l'autre et d'accepter que l'autre soit différent pour que on en fasse non pas une faiblesse mais une force. Et qu'il y ait justement ce fameux dialogue qui s'enclenche un petit peu à l'inverse de ce qu'on peut constater aujourd'hui, j'allais dire, dans notre société à la française d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Lettès, d'avoir répondu à nos questions. J'ajoute donc, oui, donc bien sûr, ce que vous dites est complètement vrai, mais j'insisterai sur la connaissance et peut-être le travail que ça suppose. Et pour cette connaissance d'abord de soi, aussi, il faut être prêt à fournir un travail quand même. Parce qu'on est loin de cette tradition. Donc voilà, le message que je donne, la connaissance, le travail. Mais si on fait ce travail, ce sera vraiment très profitable parce qu'on va découvrir des choses qui seront de grande utilité pour tout le monde. Et d'ailleurs, comme l'indique le premier verset du Coran, Iqra. Voilà, lis, instruis-toi. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Lettès. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Voilà, un entretien très intéressant, donc avec Monsieur Lettès sur France Maghreb 2. Dans un instant, on poursuit avec vous, chers amis auditeurs, pour ce grand forum. Vos appels au 08 92 23 99 55. Parler un peu de philosophie à 17h. Bon, pour ceux qui sortent de cours là de philo, bah oui, mais écoutez, c'est de la bonne philo là. C'est pas du lavage de cerveau, au contraire. Et puis c'est pas ce qu'on entend d'habitude. Ah oui, complètement. En plus, j'ai dû me replonger dans ça pour des étudiants qui passaient le bac. Alors très très intéressant. Très très intéressant. On voit pas le temps passer. Oui, c'est ça. Mais on sort ça souvent avec des mots de crâne importants. Ouais, après ça dépend comment. Mais tu sais, il y a c'est un peu comme les maths. Non, mais tu sais, il y a un mythe en fait autour de la philosophie où on croit en fait c'est extrêmement abstrait, où on dit en fait. Mais non, bien au contraire. Mais alors qu'au contraire, en fait, la philosophie est là et elle travaille en fait dans la question de la raison et du réel et vraiment dans les expériences humaines et c'est là-dedans qu'elle réfléchit. En fait, elle trouve sa source de réflexion au travers de l'homme et de ses expériences avec le réel et je trouve ça extrêmement intéressant comme beaucoup moins philosophique de ce que l'on va évoquer dans un instant. On va revenir à la réalité de notre société à la française dans un instant sur France Maghreb 2 et tout son lot d'actualités, ma foi. Très très diversifié, très multiple et pas toujours glorieux. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous et un bon début de soirée. Retour à la maison évidemment en écoutant France Maghreb 2, le grand forum avec Samira Karoua qui est coach en développement personnel, organisatrice d'événements également, qui est avec nous pour commenter l'actualité. Sur France Maghreb 2 et on va parler avant de s'attaquer au cas Najed Vallaud-Belkacem un petit point parce que l'actualité l'exige, j'allais dire, la guerre en Syrie. Il n'y a plus d'espoir, aucune nouvelle trêve soit conclue. C'est Washington et Moscou qui ont cessé toute discussion hier. Tout le monde est à bout de patience, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche. Il n'y a plus rien dont les États-Unis et la Russie puissent parler. Une décision donc qu'ont immédiatement regretté les Russes, mais à laquelle on pouvait s'attendre, car cela fait des jours que Washington et Moscou s'accusent mutuellement d'être responsables de la fin de la trêve. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la destruction hier à Alep du plus grand hôpital des quartiers rebelles. Le bâtiment a de nouveau été touché par des raids qui ont fait 3 morts et rendu l'hôpital inutilisable. La France, elle, continue ses efforts diplomatiques, ou en tout cas essaie. Elle a proposé un texte pour rétablir le cessez-le-feu à Alep. Texte proposé au Conseil de sécurité de l'ONU qui est en train donc de l'étudier. Mais la Russie s'est déjà prononcée contre ce projet. Toujours en ce qui concerne la Syrie, sachez qu'un mariage kurde a été la cible d'un
un attentat suicide cette nuit près de la ville de Hasaki. Au moins 22 civils ont été tués dans cette attaque revendiquée par Daesh. Voilà pour ce qui est donc de la Syrie. Cher Samira, si tu souhaites apporter un petit commentaire. Non, mais moi je trouve ça encore une fois complètement inadmissible et scandaleux que ces grandes puissances continuent à jouer aux échecs. Ils jouent aux échecs en fait, ils avancent leurs pions. Alors on sait qui sont les meilleurs aux échecs. Hein. Ouais, non mais bon. Après, historiquement. Oui, mais bon. Après, là, regarde ce qui se passe. La Syrie, un hôpital détruit à Alep, c'est encore. Alors que ils ont des moyens mais complètement limités, c'est encore moins de moyens pour traiter les blessés et toutes les personnes en fait qui arrivent. Je sais pas ce qu'il à mon avis, il faudrait une mobilisation de type 2014. Tu te rappelles quand les gens sont descendus dans la rue avec Gaza. Moi, je pense qu'à un moment donné, les citoyens du monde doivent se réveiller et demander un cessez-le-feu. Je l'avais évoqué la dernière fois. Et franchement, je pense qu'un cessez-le-feu immédiat de tout le monde et tout le monde s'assoit à la table et avec peut-être, je sais pas, enfin peut-être un peu plus d'implication de l'ONU, même si on sait que c'est un organisme, voilà, qui même si j'ai pas envie de critiquer, on sait très bien que il y a les 5 puissances là qui sont là à faire chauffer à souffler le chaud et le froid et à faire la météo pour tout le monde. Et je parle bien d'un hôpital dans un quartier rebelle d'Alep, hein, qui a été visé par un bombardement. Non mais c'est encore un hôpital, enfin je sais pas. Voilà, à un moment donné, voilà. Parce qu'on demande quel hôpital, je précise, c'est un hôpital dans un quartier rebelle d'Alep. Voilà, je sais pas, les hôpitaux, tout ce qui est de type, tout ce qui a une croix rouge. Mais de toute façon, on le sait que les ONG sont ciblés. Les ambulances, voilà, les images sont là. Je veux dire, aujourd'hui, on peut plus nier la réalité. Aujourd'hui, vous avez toutes ces images qui circulent sur Internet. Aujourd'hui, toutes les possibilités qu'on a de s'informer sur le sujet. Je veux dire, on a les images pratiquement en temps réel de l'horreur. Donc, il est difficile quand même pour certains de nier une certaine réalité, une certaine vérité qui existe sur le sujet. Et la situation d'Alep, mais pas que Alep, la situation en Syrie est d'une gravité sans précédent. Et en plus, vous avez donc ces deux puissances qui ne veulent plus se parler, qui ont décidé donc de plus se parler, qui n'avaient plus rien à se dire et que de toute façon on va laisser place maintenant à ce qu'ils savent faire de mieux finalement, les armes. Est-ce que ça concerne des vies américaines? Est-ce que ça concerne des vies russes? Non, ça concerne des Syriens, ça concerne des Arabes qui soient musulmans ou chrétiens, c'est des Arabes. Voilà. Et moi je pense qu'à un moment donné, c'est comme ça en fait, c'est ce qu'on veut en 2016, c'est ce qu'on veut retenir en fait de l'histoire, c'est qu'encore une fois des milliers d'Arabes meurent comme ça, des enfants, des familles. Sous le coup de bombes qui sont pas fabriquées, elles sont pas fabriquées sur place, hein, c'est ça qu'il faut savoir. C'est que ce qui va maintenir la guerre, c'est ces armes, et ces armes, elles viennent d'où? Qui les fait passer? Enfin voilà, je pense qu'à un moment donné, faut poser les bonnes questions et arrêter de nous prendre pour des idiots, quoi. Vos avis, là aussi nous intéresse, vous avez les différents moyens pour y accéder à l'antenne pour nous donner votre avis. On va parler un petit peu on va revenir à l'actualité, j'allais dire, beaucoup plus cool, quoique, mais beaucoup plus cool de toute façon que la guerre et la violence que l'on évoque avec la Syrie. À un mois et demi du scrutin, donc les candidats à la primaire de la droite multiplient toujours plus réunions publiques et rencontres sur le terrain. Nicolas Sarkozy hier soir était en meeting dans le Bas-Rhin, dans l'est de la France. Alain Juppé, lui, présentait son QG de campagne, ses propositions pour les Français de l'étranger. Les Français de l'étranger, un électorat que le maire de Bordeaux cible tout particulièrement. Équité fiscale, simplification des relations avec le pays de résidence. Donc lundi soir, le maire de Bordeaux a voulu passer un message. Donc Alain Juppé, il entend choyer ces Français donc ailleurs de France, s'il est élu en tout cas en mai prochain. Il est d'ailleurs un des rares candidats, faut le signaler, à avoir à ce jour à préparer un programme précis les concernant. Parmi ses propositions, la création à terme d'un statut du Français de l'étranger. Écoutez ce qu'il disait donc aux sorties de cette réunion d'hier soir. Beaucoup de problèmes se posent pour nos compatriotes expatriés, des questions fiscales en particulier, la question de l'enseignement à l'étranger, la question du retour. Donc il y a toute une série de choses qu'on pourrait préciser dans une loi de programmation pour bien cadrer droits et devoirs, si vous voulez. Donc c'est ça un peu l'idée du statut que je leur ai proposé d'élaborer. Donc on va y réfléchir ensemble. Voilà, Alain Juppé, donc hier soir, donc les Français établis hors de France, la démarche donc n'est bien sûr pas désintéressée, il faut le rappeler. Un mois et demi de la primaire, l'entourage d'Alain Juppé entend mobiliser cet électorat qui lui est d'ailleurs un peu favorable.
Comme l'explique d'ailleurs, comme l'explique d'ailleurs Awan Davout, responsable au sein de l'équipe du maire de Bordeaux, qui s'en explique. C'est un électorat où le centre est bien représenté. Donc l'ensemble droite plus centre à l'étranger pèse 10 à 20 points de plus qu'en France. C'est donc un électorat qui est bien disposé vis-à-vis de nous. Voilà pour les explications. Alors pour voter à la primaire, donc les Français de l'étranger doivent s'inscrire avant le 16 octobre. Près de 30 000 personnes l'ont déjà fait d'ailleurs, et proche d'Alain Juppé, espère l'entourage. Donc et on espère qu'ils seront 2 à 3 fois plus nombreux. C'est ce qu'espère en tout cas Alain Juppé. Sur le fait que ce candidat, c'est un des rares qui ait préparé un programme bien précis pour les Français de l'étranger. C'est un plus pour Alain Juppé, d'après toi, Samira? Oui, en plus, d'autant plus par rapport aux chiffres que tu amènes, parce que autant on aurait pu se dire tiens, il a pensé à ceux qui ne sont pas là, et c'est très bien. Et c'est de toute manière, je pense que la responsabilité politique doit traiter l'ensemble des sujets qui concernent l'ensemble des Français, je précise, et je répète bien ensemble 2 fois exprès. Et donc en fait, donc ces Français à l'étranger, bien entendu, méritent qu'on s'intéresse à eux, d'autant qu'en plus c'est des votants. Maintenant, si c'est une stratégie vraiment pour augmenter ses voix, encore une fois, on n'avancera pas plus. Et j'ai envie de dire, on récolte ce qu'on sème, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, ce qu'on a dans il y a un message très simple en fait également dans l'islam et dans de nombreuses spiritualités actuellement, et qu'on retrouve dans le développement personnel, c'est qu'en gros, en fait, l'intention du cœur va nous amener ce qu'on a demandé. C'est-à-dire que si dans l'intention, on précise son intention, qui est d'assumer ses responsabilités, de faire quelque chose de bien, et bien en fait autour de vous, c'est un peu appelé la loi de l'attraction, mais en fait c'est lié à une loi éternelle encore beaucoup plus vaste que ça, et ça va amener ce genre de choses. On peut me dire mais pourquoi tu parles de ça quand tu parles de Juppé? Parce que je pense que de toute manière ça s'applique à tout dans cette vie, et l'ensemble des candidats, selon leurs propositions, en fait faut voir en fonction de leur sincérité. Et je pense, et je pourrais rajouter également, que c'est un bon message également à tous les citoyens de ce pays qui à un moment donné, boycottent les urnes pour X et Y raison, parce qu'ils ne se sentent ni entendus ni se sentent représentés par des candidats, par les candidats qui se présentent du moins. Mais en même temps, voilà, on est face à des responsabilités. Pour 2017, il y a des choses qui sont déjà jouées, j'ai envie de dire, mais par rapport à des citoyens justement de confession musulmane, les alerter sur le pouvoir du vote, et de se dire que si on a un pouvoir ce pouvoir des urnes, et qu'on le développe, utilisons-le à bon escient. Voilà, c'est ça, merci. Et puis alors une autre question qui se pose, Samira, à l'approche donc de cette primaire, en l'occurrence à droite, c'est de savoir si Alain Juppé va bénéficier de voix venues de la gauche. L'objectif donc serait de faire blocage à Nicolas Sarkozy. Cette tendance monte et elle agite la classe politique. Hier, l'un des porte-parole du Parti des Républicains a tenu à faire une mise au point. La droite, dit-il, ce n'est pas la gauche. Guillaume Pelletier, en colère, donc dénonce l'instrumentalisation de ce vote de gauche. Je vous propose de l'écouter. Les déçus de 2012 sont bien entendu les bienvenus. Mais ce que nous combattons et ce que nous contestons, c'est la volonté d'une partie du microcosme parisien et des cadres du Parti socialiste d'utiliser la primaire de la droite et du centre pour la dévaluer ou la détourner. Donc la sincérité, oui. L'instrumentalisation, non. La droite, ça n'est pas la gauche. Si vous pensez que la droite et la gauche, au fond, ça se vaut, vous n'êtes pas les bienvenus. C'est malsain, comme l'a dit Michel Onfray, comme l'a dit d'ailleurs Najat Vallaud-Belkacem hier. Il faut donc rappeler des principes de base en politique. C'est que signer une charte des valeurs, ça a du sens. Ça, c'était Guillaume Pelletier, donc le porte-parole du Parti des Républicains chez nos confrères d'RFI. Guillaume Pelletier qui joint l'acte à la parole. Il a lancé donc une pétition contre ce qu'il appelle un véritable coup d'État socialiste hier. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en un mot, sur le fait, et c'est vrai que cette tendance monte, un certain nombre de personnes, pas de droite, peut-être un peu de gauche, ont décidé d'aller voter aux primaires, qui est ouvert à tous, on le rappelle, des Républicains au mois de novembre prochain, pour faire barrage à Nicolas Sarkozy. En fait, c'est tout sauf Sarkozy. Tout sauf Sarkozy, je sais même pas pourquoi on parle de lui, en fait, encore une fois, pour ces élections. Je sais pas, il a déjà eu un mandat, et puis il a beaucoup de problèmes à régler, non? Je sais pas, apparemment. Oui, mais pourtant, il est candidat, et il est, si on en croit les sondages,
plutôt bien placé et fait partie des favoris avec Alain Juppé pour cette primaire. Donc c'est quand même, il faut quand même en parler. Oui, non, mais donc voilà. Après, moi, je pense que c'est important de se rappeler de ce qui a déjà été fait, et on a un devoir de rappeler à la rigueur, à l'éthique et à la responsabilité. Et pour ma part, Nicolas Sarkozy, c'est tout sauf ça en fait. Ouais, mais sur le fait d'aller voter et n'étant pas de droite, beaucoup donc vont le faire ou s'apprêtent à le faire. Est-ce que tu conçois que ce soit une bonne idée, sachant qu'il faut voter, il faut signer cette charte dont Guillaume Pelletier rappelait, qui correspond à être d'accord avec les valeurs de droite, à payer 2 €. Est-ce que vous êtes prêts? Je veux dire, est-ce que tu comprends les personnes qui sont prêtes à le faire, même si ça va pas, j'allais dire, en accord avec leur pensée politique, pour tout simplement éliminer un candidat en particulier? Bah écoute, je pense que c'est le reflet de l'échec de la démocratie en France, encore une fois. Et est-ce que je peux comprendre que certaines personnes n'aient vraiment pas envie de le voir revenir. Maintenant sur le fond, je reviendrai toujours au fond du problème. Le problème, c'est vraiment la question de la démocratie, des moyens qu'on met à disposition du peuple pour vraiment qu'on respecte son avis, et ne pas être pris à chaque fois en otage entre les luttes droite-gauche. Nous, ce qu'on veut, je pense, et je pense, que c'est un peu le message. On veut des gens qui soient intègres et qui fassent avancer ce pays dans le bon sens. Ouais. Voilà. Un petit mot maintenant sur la polémique, donc sur la théorie du genre, relancée par des propos prononcés par le pape François. C'était dimanche dans l'avion qui le ramenait de son déplacement dans le Caucase, au travers d'une anecdote. Donc le souverain pontife a dénoncé un endoctrinement des manuels scolaires français. Une prise de position qui a entraîné donc hier bon nombre de réactions, de critiques en France. En tête, celle de la ministre donc de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Écoutez. Je regrette cette parole pour le moins légère et infondée. Je vois qu'il aura été lui aussi victime de la campagne de désinformation massive conduite par les intégristes, la Fondation Le Jeune, Vigigender et d'autres. Je conseille au pape, lors de l'un de ses prochains déplacements en France, de venir à la rencontre d'enseignants de l'école française tout simplement, et puis de discuter avec eux, de feuilleter lui-même ses manuels scolaires, ses programmes, et de m'expliquer en quoi il y aurait une théorie du genre qui n'existe pas par ailleurs dans ses livres. La théorie du genre n'existe pas, selon Najat Vallaud-Belkacem, le ministre de l'Éducation nationale, qui d'ailleurs fête aujourd'hui ses 39 ans. Écoute, si je peux me permettre, j'ai envie de rappeler à Najat Vallaud-Belkacem ses propres termes de l'interview qu'elle a donné en fait à 20 minutes en août 2011, où elle disait qu'il était essentiel d'enseigner aux enfants le respect des différentes formes d'identité sexuelle afin de bâtir une société du respect. Et dans ce même article, en fait, on la voit clairement militer. Donc elle était simplement secrétaire nationale du PS aux questions de société, porte-parole de Ségolène Royal, et c'était un article qui suite à une pétition de 80 parlementaires qui voulaient justement intervenir dans le cadre des manuels scolaires, ayant vu comme le pape en a été porte-parole informé. de François Hollande plutôt, non? Non, c'est écrit sur l'article, je l'ai sous les yeux, Ségolène Royal. Ah, d'accord. Ouais, bon. Mais c'est 2011, hein. Donc, et donc les parlementaires en fait n'ont pas à faire d'incursion dans le contenu des manuels scolaires. Et maintenant, elle ose dire en fait que ça n'a pas eu lieu. En fait, en gros, c'est quoi? Elle est amnésique, ou quand on est au poste de ministère de l'Éducation, on change toute sa politique. Encore une fois, je reviens à la question d'intégrité. À un moment donné, il faut qu'elle arrête de se moquer du monde. Ça c'est écrit noir sur blanc, tout le monde peut le voir. Très bien, donc le pape l'invite en tout cas à venir voir et feuilleter, rencontrer les enseignants donc pour qu'ils puissent lui démontrer que cela n'existe pas. On rappelle quand même que c'est pas Najat Vallaud-Belkacem qui a voulu ou tenté d'y intégrer cette théorie du genre. Ça remonte à beaucoup plus longtemps, 2007 si ma mémoire est bonne, 2008, c'était Luc Châtel qui avait donc lancé cette théorie du genre. Alors juste pour rappeler dans les papiers que j'ai, justement parce que j'ai voulu vraiment être très très précise, à une question qu'on lui avait posée également en fait dans ce même interview,
cette même interview, elle explique la théorie donc en quoi la théorie du genre peut-elle aider à changer la société. Elle explique la théorie du genre qui explique l'identité sexuelle des individus autant par le contexte socio-culturel que par la biologie, a pour vertu d'aborder la question des inadmissibles inégalités persistantes entre les hommes et les femmes ou encore de l'homosexualité, de faire œuvre de pédagogie sur ces sujets. Donc en même temps, je pense qu'après il faut pas qu'elle s'étonne non plus et puis qu'elle dise après qu'elle est pas au courant qu'il n'y a pas de théorie du genre ni rien du tout. Et après on pourra discuter sur le fond. Je pense que c'est pas la question aujourd'hui. Non, absolument pas. Et dans un instant, avant de parler de la mosquée de Marseille, on va passer au coup de cœur, le coup de cœur de Samira Karoua qui est avec nous. France Maghreb 2, le coup de cœur. Le coup de cœur pour ce mardi. Donc, ma chère Samira, de quoi souhaites-tu évoquer et mettre à l'honneur? Eh bien, le coup de cœur d'aujourd'hui, c'est la place de l'ésotérisme islamique en fait dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler en fait la réforme possible et donc de l'islam pour répondre aux enjeux contemporains, donc aux musulmans d'aujourd'hui. Et donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a abordé tout à l'heure comme sujet. J'étais à Lima jeudi dernier et j'ai rencontré en fait Adrien Lettès, Inès Safi et donc un troisième intervenant, donc Pierre Laurie, qui sont chacun en fait selon leur parcours travaillent les textes, certains textes qui discutent en fait un certain nombre de choses concernant l'islam et qui peuvent apporter une lecture plus profonde, redonner un sens sur une certaine d'une part en fait le respect du texte coranique et du hadith comme on l'a vu tout à l'heure avec Adrien Lettès, mais également avec des applications qui seraient plus contemporaines, notamment Adrien Lettès tout à l'heure lors de l'interview ne l'avait pas j'avais pas demandé qu'il aborde forcément cet exemple, mais il avait donné un exemple issu d'un questionnement d'Al-Razali, rahimahullah, le Razali donc du XIIe siècle, et qui traitait en fait dans la question de l'amour et de la relation entre les hommes et les femmes, a traité la question en fait de la beauté. Et dans la question de la beauté, donc lui il était plutôt du point de vue dans ses écrits il avait adopté un point de vue du côté des hommes, non pas que le côté des femmes ne l'intéressait pas, mais en tout cas le texte aborde les choses dans ce sens-là et précise en fait que la beauté, si ce n'est un critère exclusif de choix du conjoint dans le cadre du mariage qui en islam, je le rappelle, est là pour permettre de protéger sa religiosité, sa spiritualité, etc. Puisque la sexualité en islam n'est permise, si je peux me permettre ce terme, que dans le cadre exclusif du mariage. Et donc en fait, la question de la beauté... Il n'y a pas qu'en islam d'ailleurs. Oui, voilà, et de toute manière c'est valable également dans le judaïsme, le christianisme, dans toutes les religions. Et dans toutes les religions, parce qu'en fait elles ont toutes la même source en fait, tout simplement. C'est vraiment ça, la source de la transcendance, donc le même message commun qu'on retrouve. Et au travers de cela, en fait, la question de la beauté, si ce n'est un critère exclusif, il remet ça quand même en discussion en disant que même si la beauté physique, je parle, pour le choix de l'épouse, c'est quand même un critère qui doit être non pas à bannir complètement, mais que les hommes, parce que c'est une observation anthropologique et psychologique qu'il a pu faire concrètement des hommes de l'époque, en se disant que finalement, ce qui va amener à solidifier en fait le mariage et la relation de couple, c'est le maintien du désir, et le désir et tout ça, et donc avec la notion de plaisir se fait également sur cette notion de la beauté, qui n'est pas qui n'est pas en fait qu'il n'envisage pas comme, encore une fois, un critère d'exclusivité et de choisir son épouse que sur ce critère-là, mais l'inclure et non pas l'exclure dès le début du choix possible. Et donc en fait Adrien Lettès parlait en fait de cette question de la réforme, juste pour finir là-dessus, en disant que cette notion de la beauté en fait était très actuelle de nos jours. C'est vraiment une question contemporaine dans la question du mariage notamment, et qu'on pourrait justement, pour élargir un petit peu le propos, dire en fait que même les femmes peuvent être dans un désir et dans un vouloir que leur désir soit qu'elles prennent en fait du plaisir également dans cette relation homme-femme, et donc que ce critère de beauté puisse être également un critère qu'elles prennent en considération. Voilà, merci. Je vous en prie, cher Samira, pour ce coup de cœur. Alors,
pour finir, avant le j'aime ou j'aime pas, souhaitez vous parler de ce qui s'est passé hier. On l'évoquait tout à l'heure avec Kamel et on en parlait la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Donc il n'y aura pas de grande mosquée à Marseille. C'est le journal de la Provence qui avait révélé l'information avant que la mairie ne le confirme. Et hier, donc le projet a été définitivement enterré puisque le conseil municipal a voté la résiliation du bail de terrain qui devait accueillir le chantier. C'est une décision à Marseille qui fait donc vivement réagir les protestations à gauche de la sénatrice maire du secteur Samia Ghali donc n'y feront rien. Le projet de grande mosquée donc n'a plus de site. Elle le regrette, Samia Ghali. Je propose de l'écouter. Parce que quand on est la deuxième ville de France, qu'on a un tiers de la population qui est de confession musulmane, c'est aussi de la décence, c'est aussi du respect qu'on doit à cette communauté. Malheureusement, cette réponse n'y est pas. Ça, c'est donc Samia Ghali, un chantier au point mort, je le disais tout à l'heure. 7 ans après l'obtention donc du permis de construire et près de 3 ans d'arriérés de loyer du côté de la mairie centrale, Laure Agnès Karatek, l'adjointe des Républicains à l'urbanisme, se dégage de toute responsabilité. Écoutez. Gâchis, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je n'en sais rien, puisque nous, côté ville, on est assez irréprochable. Et aujourd'hui, il appartient à la communauté musulmane de se mettre d'accord sur de nouvelles bases éventuelles de travail. Voilà pour la mairie en tout cas et pour son approche. Donc ce qui illustre malheureusement encore une fois, et on le disait et on le répète sans cesse, c'est un manque d'unité qui apparaît dans cette affaire. Mais et c'est la désunion de cette communauté franco-musulmane de Marseille qui fait aujourd'hui, et ne peut s'en prendre qu'à elle-même, que cette mosquée ne verra pas le jour. Est-ce que tu en sais plus en fait sur les motifs, enfin mis à part ce que tu viens de dire là, de désunion, ils se sont pas mis d'accord sur quoi exactement, la place de l'imam, enfin qui allait le choisir? Il y a plein de sujets alors sur lesquels je ne vais pas étaler maintenant parce qu'on n'a pas le temps, mais on le fera parce que Tarek Mami qui connaît bien le dossier le fera en tout cas dans les jours à venir pour nous expliquer réellement ce qui s'est réellement passé au cours de cet épisode dramatique qui au bout donc ne verra pas cette mosquée de Marseille. Et la mairie le rappelle, on a tout fait en bonne uniforme, j'allais dire, mais voilà, force est de constater qu'il n'y a pas d'accord possible, visiblement avec les différentes personnes référentes. On abandonne purement et simplement ce projet. Voilà, le temps peut-être que les gens se mettent autour d'une table et peut-être se réunissent et se mettent d'accord. Et peut-être que, en tout cas, un jour, ça reviendra sur le tapis. D'ailleurs, le CFCM n'a pas caché sa volonté d'essayer de relancer le projet. Donc, affaire à suivre, quoi qu'il en soit. Voilà pour ce que l'on pouvait dire, et donc le fait que cette mosquée soit enterrée, j'allais dire, de manière définitive pour la mairie de Marseille, peut-être pas définitive pour la communauté musulmane, si toutefois elle décide de se prendre en main. Dans un instant, Samira, le j'aime ou j'aime pas. Ok. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 et avant de retrouver dans quelques minutes Tamar pour son clin d'œil à ne pas louper bien sûr. Dites donc qu'on est bien à l'heure là, c'est parfait, moi j'aime bien quand on est à l'heure. C'est parti pour le j'aime ou j'aime pas avec Samira Karoua, toujours coach en développement personnel. Voilà, c'est ça, je m'en perds. Et également organisatrice d'événements bien sûr. Le j'aime ou j'aime pas avec donc une série d'infos un petit peu inspirée du fil d'actualité des Facebook et Twitter. Elle aime pas ou elle s'en fout aussi, elle peut le dire. Tuerie de Magnanville, tout le monde s'en souvient évidemment, Laroussi Abala qui est donc le terroriste donc qui a abattu un policier et sa femme chez lui, a finalement été enterré au Maroc. C'est ce qu'on a appris donc hier. J'aime pas ou je m'en fous. Ouais, en fait, je sais pas. J'étais même pas au courant. Enfin voilà, je sais pas quoi dire. Bon, une première. Un avion d'Air Algérie a survolé Israël pour se rendre en Jordanie. Pour l'instant, pas d'explication donc de la part de la compagnie aérienne. C'est pourquoi d'habitude elle évite évidemment de survoler les territoires occupés. Ce fut le cas évidemment, ce que rapporte un journal israélien. J'aime pas, je m'en fous. Ils ont pas eu de problème, donc j'aime bien. Non. Ouais, voilà. Voici les chiffres de pays du Maghreb qui sont partis en Syrie. On a à peu près approximativement des chiffres de ceux qui sont partis en Syrie et en Irak. Et on peut dire que malheureusement la Tunisie est en tête de ce top 3 du Maghreb avec 6 à 7 000 Tunisiens partis combattre auprès de Daesh et des différents groupes terroristes. Le Maroc compte 1200 à 1500 terroristes ou personnes parties combattre. En Algérie, 200 à 250.
Oui, bah écoute, à chaque fois qu'il y a des recrutements de ce type, non, j'aime pas. On s'aperçoit juste une petite chose, observation, l'Algérie qui a connu la période terroriste aussi, le combat, ou plutôt il est très difficile pour Daesh de recruter en Algérie aujourd'hui, donc preuve que peut-être l'armée fait bien son travail, ou qu'il y a une politique qui vise à en tout cas empêcher un maximum de contrôle, et on sait qu'il y a des démantèlements réguliers de terrorisme, de cellules terroristes en Algérie, qui est un pays d'ailleurs qui a des frontières autour d'eux, qui est autour de pays qui sont en difficulté, donc travail d'autant plus à saluer. Une cellule terroriste démantelée au Maroc, elle a la particularité qu'elle comportait 10 femmes, donc une cellule entièrement féminine. Oui, écoute, j'aime pas, même si je prends l'égalité, l'égalité ou du moins l'équité entre les hommes et les femmes, pas dans ce contexte, quoi. Football. Algérie-Cameroun, c'est dimanche soir et c'est à 20h30 heure locale, 21h30 heure de Paris. Alors pour la retransmission de ce match qui est très important, puisque c'est un match comptant pour les qualifs pour le Mondial 2018 qui aura lieu, on rappelle, en Russie, sera uniquement diffusé sur la chaîne Beansport, puisque le Qatar détient exclusivement les droits de diffusion, que ce soit ici ou en Afrique, donc pour ce match Algérie-Cameroun qui se jouera donc dimanche soir. J'aime pas ou je m'en fiche. Il y a l'Algérie, j'aime. Forcément. Et puis tiens, pour terminer, l'Arabie Saoudite, c'est un peu incroyable, en pleine cure d'austérité, adopte le calendrier grégorien. Alors pourquoi faire ? Eh bien pour baisser la paye des fonctionnaires. Ainsi ils vont travailler 11 jours de plus sans augmentation de salaire. Écoute, laïcité ou non, mais j'aime pas, parce que franchement j'aime pas dès qu'on porte atteinte à des droits, non, j'aime pas. Très bien. Eh bien c'est sur cette info du j'aime pas de Samira que l'on va se séparer, ma chère Samira, pour mieux se retrouver évidemment très vite sur France Maghreb 2. Très bien. Bonne soirée à toi, Samira Karoua. Très merci vite. À toi et à tous nos auditrices et auditeurs. Et demain, je rappelle qu'à ta place, il y aura 2 fortes personnalités, Hakim Rahal et Ousmane Timéra. Ça va être très agité, un petit peu moins calme qu'aujourd'hui, j'en suis sûr. Rendez-vous dans un instant donc avec Amar, puis la télé, le sport, et notre coup de cœur sera une petite parodie sur France Maghreb 2 qu'on souhaite vous faire écouter donc à suivre. Merci Samira, merci à tous. Merci. Le grand forum qui se poursuit juste après les infos, puisqu'il est 18h, on est à l'heure formidable. Voici l'actualité, c'est avec Marine Garel que je salue. Bonsoir Marine. Que même si le port du voile et on le limite dans son appréhension, dans son caractère visible, le caractère qu'il porte, il est là pour c'est un choix personnel tout d'abord, et il devrait l'être, même si il peut y avoir des cas où ça ne l'est pas, mais c'est de moins en moins fréquent. Et surtout, c'est une pratique de l'intériorité, c'est un cheminement spirituel, et je pense qu'il faut le replacer dans son contexte. À un moment donné, je pense qu'on trouverait ça complètement ahurissant d'aller attaquer des yogis qui se mettent au jardin au bois de Vincennes pour faire leurs exercices de méditation, en leur disant non mais écoutez, arrêtez de montrer votre religion, parce que bon, le yoga au tout départ en fait c'est d'abord une spiritualité, et alors qu'en fait c'est une pratique de l'intériorité, c'est des mouvements extérieurs, c'est quelque chose d'extérieur qui est visible pour travailler l'intérieur, et non pas dans une revendication ou autre, et ce qu'on a voulu en faire politiquement. Je pense qu'à un moment donné, il faut taper du poing sur la table et dire ça suffit, quoi. Alors ça suffit. Et on se retrouve juste après la pub pour la suite, évidemment, parler de la vie tranchée, et puis vos appels aussi au 08 92 23 99 50. C'est le grand forum, vous êtes bien installés, tout va bien ? Nous aussi. À tout de suite. Et c'est le grand forum avec aujourd'hui Samira Karoua qui est avec nous, qui est toujours coach en développement personnel et organisatrice d'événements, pour commenter l'actualité avec vous, chers amis auditeurs, au 08 92 23 99 50, mais aussi par mail lgf@francemaghreb2.fr. Je vais commencer quand même par cette bonne nouvelle qu'on a appris hier soir. Elle est détenue au Yémen depuis 10 mois. L'otage franco-tunisienne Laura Nouass a été libérée et transférée hier soir à Mascate qui est la capitale du sultanat d'Oman. Libération obtenue notamment grâce à l'intervention du sultanat. C'est le ministère des Affaires étrangères de ce pays qui a annoncé avoir réussi, je cite, à la demande des autorités françaises, à retrouver l'otage et à la transférer donc hier soir, en attendant son rapatriement donc en France. Donc bonne nouvelle, libérée. Elle était d'ailleurs prise en otage à peu près dans la même période que Moussa. Elle aurait dû attendre un petit peu plus que lui pour sa libération. Voilà.
Donc c'est une bonne nouvelle. Écoutez, on est preneur et c'est avec ça que je voulais commencer en parlant d'actualité. On va accueillir Kamel qui est avec nous au téléphone au standard 08 92 23 99 50. Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à ton invité ainsi qu'à tous les auditeurs et auditrices. Écoute, moi je voulais tout simplement partager avec vous finalement ce sentiment un petit peu nauséabond qu'on peut voir naître dans la société et notamment au travers de ce qui s'est passé effectivement à Marseille. C'est fait qu'on puisse aujourd'hui... Oui. C'était prévu pour tout à l'heure, mais bon, si tu souhaites en parler, vas-y. Bah, écoute, je vais donner mon avis, comme ça fera peut-être réagir les gens également. Moi je crois qu'il est nécessaire. Il est nécessaire d'être ensemble et que ce genre de choses ne puisse pas se produire. C'est bien pour ça que les gens doivent prendre la parole. Je crois qu'il faut cesser ce repli. Je crois qu'il faut cesser de se taire. Je crois qu'il faut cesser d'avoir peur, d'avoir ces craintes, etc. Nous sommes là. Nos parents étaient là. Nous avons participé. Nous participons. Nous développons. Nous participons à ces efforts de paix les uns et les autres. Et je crois que c'est véritablement la posture que les uns et les autres doivent avoir. Il ne faut pas se replier, mais bien évidemment être là, présent. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre talk de fin d'après-midi. C'est le grand forum et ce jusque 18h30 avec tout à l'heure en dernière partie de télé. Il en sera question de sport aussi avec Ralph Bécheny et puis le clin d'œil d'Amar à ne pas louper. Tout à l'heure, après les infos de 18h, qui nous sont présentées d'ailleurs par Marine Garel tout à l'heure. Avec nous aujourd'hui pour nous accompagner, elle est seule, bien accompagnée, du moins je l'espère, Samira Karoua, bonjour. Comment ça va Samira ? Ça va, merci et toi ? Coach en développement personnel, mais aussi organisatrice d'événements pour nous accompagner aujourd'hui et parler d'actualité. Alors le coup de cœur de Samira, sur lequel ? Le coup de cœur, ça va être sur l'ésotérisme islamique. Voilà, donc j'en dis pas plus. Très bien, à tout à l'heure pour ça, évidemment, le j'aime ou j'aime pas en fin d'émission, bien sûr. Et puis nous recevrons tout à l'heure, Samira, un invité. Il s'appelle Adrien Lettès. Qui est Adrien Lettès ? Alors Adrien Lettès est enseignant de la pensée musulmane à la Sorbonne. Et donc il a consacré plusieurs articles et c'est un spécialiste les écrits d'Al-Razali. Ah, très bien. Donc ça donne envie. 17h tout à l'heure, évidemment. L'avis tranché de Samira. Quel sera cet avis tranché aujourd'hui ? Les vaccins et nous, peut-on discuter de l'obligation vaccinale ? Ah, bon, en pleine période en plus, ça tombe bien. Voilà. Dans l'actualité de ce mardi, bien sûr, l'actualité qui est dominée par plein de sujets. On en a retenu quelques-uns. On parlera notamment des nouvelles opérations de sauvetage en Méditerranée. Rien qu'hier, plus de 6000 migrants ont été secourus en mer. Mais on compte aussi moins 12 morts. La traversée vers l'Europe est toujours aussi périlleuse, mais elle ne décourage pas les candidats à l'exil. Nous le verrons cela tout à l'heure. Nous parlerons aussi de la réaction de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, en colère après les propos du pape François, relançant la polémique sur la théorie du genre. Et puis nous parlerons de la mosquée de Marseille qui a été enterrée définitivement hier en conseil municipal à Marseille. Nous y reviendrons et là peut-être que l'on peut pointer du doigt la désunion de la communauté musulmane de Marseille, puisque c'est principalement la principale responsabilité donc de cette désunion qui a fait que la mairie de Marseille a décidé d'enterrer définitivement ce grand projet de la grande mosquée de Marseille. Avec vous bien sûr pour discuter de tous ces sujets au 08 92 23 99 50, mais aussi par mail si vous le souhaitez, lgf@francemaghreb2.fr. Tout comme d'ailleurs le mobile répondeur qui attend vos messages et ce 24h sur 24 au 06 18 21 56 41. Samira, amis chers auditeurs auditrices, on commence évidemment cette émission comme d'habitude par le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio et sur internet. Hier soir, France 3 a consacré sa soirée à Alain Juppé, le candidat aux primaires des Républicains qui se déroulera au mois de novembre. Au micro de Franz-Olivier Gisbert, que répond Alain Juppé lorsqu'on lui dit que certains le trouvent trop conventionnel et qu'on risque de s'emmerder un petit peu avec lui? Je les emmerde. C'est vrai. Moi je m'emmerde pas dans la vie, alors s'ils se font chier avec moi, qu'ils aillent voir ailleurs. Est-ce qu'on entend des gens de la République qui vous fassent marrer? Non, bon, pas. Ce genre d'argument, vraiment, est absolument insoutenable. C'est ça qui rabaisse la politique. J'entends dire avec qui on partirait sur une île déserte. On ne demande pas aux Français de choisir quelqu'un pour aller sur une île déserte. On demande quelqu'un pour conduire le pays. Alors voilà, choisissons les bonnes qualités.
nous avons à dire, nous devons le dire, et grâce à vous, ça nous permet de nous exprimer, et c'est pour ça que j'interviens aussi souvent, pour justement essayer d'apporter cette pierre nécessaire à la construction de quelque chose qui soit solide. Nous sommes là, nous devons tous participer, et tu ne cesses de le dire, Christophe, à chaque fois qu'il se produit des choses dans notre pays, eh bien, on peut parler, on peut échanger, on peut discuter, mais surtout ce qu'il faut faire, c'est agir. Et agir, nous avons tous la capacité de le faire d'une manière ou d'une autre. J'apporterai un petit bémol à ce que tu dis, Kamel, si tu permets, parce que là, dans cette affaire bien précisément, en l'occurrence de la mosquée de Marseille, faut en connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire, et il s'agit réellement, non pas d'un manque de volonté de la municipalité de Marseille qui avait envie que cette mosquée voie le jour. C'est tout simplement, j'allais dire pour bien choisir les termes et pour n'invectiver personne, tout simplement pour mettre l'ego de côté de certains qui ont voulu aussi récupérer et être les chefs des chefs. En fait, tout simplement pour faire simple, c'est la désunion de la communauté franco-musulmane de Marseille qui a fait qu'aujourd'hui on en soit là, c'est-à-dire à l'enterrer complètement ce projet. C'est dommage, ça pointe du doigt un problème qu'il y a à l'intérieur de cette communauté que je cesse de rappeler. C'est ce manque d'unité, c'est ce manque d'envie de construire quelque chose, parce que dès que quelqu'un essaie de faire quelque chose dans cette communauté, tout de suite jeté... j'allais dire si la guillotine existait encore, il serait guillotiné. Voilà, désolé de parler comme ça, mais il y a un moment il faut dire les choses. Ça suffit. Il y a des gens qui ont des choses et qui ont des choses à faire et qui ont des choses à faire valoir. On les laisse pas s'exprimer, on ne les laisse pas faire parce que il y a toujours un ou deux ou trois parasites qui viennent essayer d'apporter leur grain de sel, mais c'est pas du bon grain de sel. Au contraire, c'est vraiment du très mauvais. Ce qui apparaît dans cette affaire, ça illustre bel et bien donc le manque d'unité, le manque d'organisation. Alors c'est vrai que c'est très simple pour nous d'aller dire regardez ce que font les autres, oui, ils nous pointent du doigt, il fait ceci, il fait cela. Commencez par balayer devant votre porte, hein, balayons devant notre porte, et après on pourra parler des autres. Je pense qu'à un moment il faut se rassembler. Christophe, c'est bien pour ça, et tu as tout à fait raison de décrire ce tableau. C'est un tableau assez sombre. Il est un peu noir, oui, je te l'accorde. Mais moi je suis dans l'optimisme, et je crois au travers des gens que je rencontre, de tous ceux qui interviennent, ne serait-ce que sur les ondes de France Maghreb 2, eh bien il y a un optimisme, et cet optimisme, ce bien-là, c'est celui qui doit gagner. Et je te le dis très sincèrement, nous allons gagner. Effectivement, le constat, il est celui que tu viens de donner. Il y a du boulot, hein, Kamel. Il existe. Non, mais ce boulot, je veux dire, ça fait un certain nombre d'années que je participe avec d'autres, justement pour faire avancer, élever un peu ses consciences. Et c'est très important. Alors je te dis, et je le dis moi à tous ces gens, qu'ils soient à Marseille, Paris, etc., n'importe comment, les obscurantistes, vous ne gagnerez pas parce que nous serons toujours là. Ouais. Et nous allons mener le combat. Et je signale, si tu me permets, Christophe, tu sais que nous travaillons à l'installation, et il nous reste très très peu de jours justement pour le lancement de ça. Je le dis, et je reviendrai sur l'antenne l'exprimer, nous lançons la première consultation nationale des musulmans de France. Pourquoi ? Parce que l'on... Une dame m'a laissé sa place et une personne est intervenue derrière en disant ah bah il manquerait plus que ça, qu'on laisse sa place à une femme voilée. Afida est née en France, divorcée, mère de 3 filles. Elle est la seule de la famille à porter le voile. Il y a des gens qui peuvent imaginer que le voile c'est un archaïsme. Ah moi je me sens une femme d'aujourd'hui. Je conduis, je sors, je m'instruis comme je peux, j'ai une certaine éducation. Qu'est-ce qu'il y a de moyenâgeux en moi ? Faut pas penser que le voile il empêche les idées de rentrer, hein. Le voile c'est pas quelque chose d'isotherme, hein. Comme Fatima et Afida, aujourd'hui beaucoup de femmes n'ont qu'un seul souhait, que leur voile ne soit tout simplement plus un sujet de polémique. Voilà pour ce zapping, ma chère Samira, chers amis auditeurs. Qu'est-ce qui a retenu ton attention, Samira, dans ce zapping ? Oui, bah alors ça a commencé par la remarque d'Alain Juppé, c'est ça, hein, voilà, qui parlait de l'île déserte, quelqu'un de diriger le pays. Je pense que bon, il a très bien répondu. Maintenant, la question que je lui renverrai, c'est diriger ce pays. Oui, on en a vraiment besoin parce que je pense que ça manque beaucoup. Maintenant, je poserai la question, dans quelle direction et avec quels moyens ?
Ça, on le verra tout à l'heure, il s'en est un peu expliqué hier soir, notamment pour les Français de l'étranger, qui sont un peu d'ailleurs désertés, boudés par les candidats. Hein. Voilà. Pourtant, ils sont très nombreux. Alain Juppé a pensé à eux, il a des choses à leur proposer, je vous détaillerai ça tout à l'heure, j'espère qu'on aura le temps. Intéressant. Ensuite, avec ce qui se passe avec Cyril Hanouna et TPMP, alors je connais bien cette émission. Maintenant, systématiquement, en fait, ils essuient des remarques sur comment sont traités les chroniqueurs, etc. Enfin, maintenant, je pense que les chroniqueurs font des choix. Cyril Hanouna a tout à fait raison de le souligner. Et puis maintenant, si ça dérange, les personnes ne regardent pas. Maintenant, est-ce que il faut réfléchir sur quelles sont les limites à franchir, à ne pas franchir? Ça, c'est une discussion globale, je pense, sur l'ensemble des programmes télé et pas se focaliser simplement sur ce que Cyril Hanouna fait. Concernant, alors après, il me semblait qu'en troisième, c'était le reportage de BFM TV consacré à deux femmes voilées. Ils ont subi leur parcours, en fait, Afida et Fatima. D'accord. Alors, j'ai pas regardé ce reportage, donc je sais pas quelle en est la nature. Maintenant, on l'a écouté. Voilà, on l'a écouté un petit peu. Maintenant, je relèverai encore juste un point, c'est toujours, en fait, les mêmes arguments qui nous sont renvoyés. Alors, je dis nous, parce que je porte le voile également, donc je sais de quoi je parle en pratique et même peu importe, je pense qu'il y a une grande médiatisation par rapport à ça. Et donc c'est souvent la question de montrer sa religion, montrer son identité. Alors sur le point de l'identité, j'aimerais faire un point quand même parce que je suis quand même coach en développement personnel et donc je travaille sur tout ce qui est estime de soi, confiance en soi et la question identitaire est importante. Quand je vois le matraquage médiatique et également dans cette société où justement les personnes que j'accompagne on les ramasse à la petite cuillère, c'est-à-dire qu'en fait ils sont dans des problèmes identitaires, d'estime de soi, d'image de soi, justement parce que ils savent même plus qui ils sont. Et je pense qu'à un moment donné, quand ils s'attachent à quelque chose qui peut leur faire du bien et avec lequel ils ont cheminé, je pense qu'à un moment donné il faut apprendre à laisser plus d'épanouissement parce que franchement la société va vraiment mal. Et dans la question de montrer sa religion, c'est toujours la même question. Alors je travaille sur ces thématiques et ces problématiques, donc j'en ai fait un travail de recherche et je pense qu'à un moment donné, il faudra vraiment poser à plat la question du rapport entre l'Orient et l'Occident et notamment cette question du visible et de l'invisible et faire comprendre une bonne fois pour toutes. Ça a le mérite d'être clair en tout cas. Faible audience hier soir d'ailleurs pour ce documentaire sur France 3. Allez, un petit tour du côté des people où rien ne va plus entre Jérémy Ferrari, l'humoriste, et Cyril Hanouna. Voici ce qu'a dit Jérémy Ferrari sur l'émission TPMP, Cyril Hanouna et les chroniqueurs, et la réponse juste derrière de l'intéressé. Après tout ça c'est pareil, touche pas à mon poste, c'est la même chose. C'est encore le serpent qui se mord la queue. On va plaindre ces chroniqueurs, mais mec, si t'en as marre qu'ils se foutent de ta gueule, casse-toi en fait, viens pas gratter à la porte. Hanouna, il se comporte pas bien, mais c'est eux qui autorisent à ce qu'il se comporte pas bien. Évidemment que des gens vont te marcher dessus, c'est à toi, putain, prends tes couilles. Le problème en fait, c'est que c'est la même chose. C'est qu'encore, c'est ça, c'est de l'ego. C'est des mecs en fait qui ont des carrières, mais ils veulent plus. Et ce qu'ils veulent, c'est la télévision, ils veulent être connus, ils veulent être célèbres. Même si c'est en se retrouvant en slip avec des perruques blondes pour imiter Dalida, parce que le mec veut juste être connu dans la rue. Donc c'est de l'ego. Donc il a voulu mettre son ego en avant, il prend cher, et c'est normal. Pardon, mais quel connard, je suis tellement énervé quand j'ai entendu ça, je vous jure, ce qu'il dit... Non mais je comprends que vous soyez énervé parce que Jérémy, c'est pas la première fois qu'il dit n'importe quoi. Vous l'avez vu chez Laurent Ruquier quand il avait apostrophé le Premier ministre, c'était une catastrophe. Jérémy, je pense qu'il devrait un peu fermer sa gueule. Voilà, non mais sans déconner. Voilà. Si je peux lui donner un conseil. Il se consacre à son spectacle et qu'il arrête d'essayer de faire du buzz autour de plein de trucs. Parce que moi, ça m'a vexé pour vous, Mathieu, qui dit ça, et pour vous aussi autour de la table. Sache, Jérémy, que je pense que les chroniqueurs autour de la table sont beaucoup plus heureux que toi et ils s'éclatent bien plus que toi au quotidien. Voilà, il dit qu'on n'a pas de couilles et qu'on n'a pas d'ego. Mais ce qu'il n'a pas compris, ou qu'on a trop d'ego, ce qu'il n'a pas compris justement, que c'est l'inverse de l'ego. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'ego qu'au contraire, qu'on est là pour se marrer. Tout ce qu'on veut, c'est rire entre nous, s'amuser, et puis faire rire les téléspectateurs, et tous rire entre nous, et que... On s'écoute pas parler, on se regarde pas bouger. Voilà, on se regarde pas bouger, on s'écoute pas parler. Donc justement, c'est l'inverse de ces espèces de problèmes d'ego. Tout ce qu'on veut, c'est amuser les gens. Mais visiblement, l'humour, c'est pas son truc. Pas sûr qu'ils prennent leurs vacances ensemble. D'ailleurs, Jérémy Ferrari a répondu sur les réseaux sociaux en disant « Cyril, je t'ai connu moins susceptible ». Passons maintenant à une bonne initiative de la part de BFM TV. Pour une fois, elles ont eu la bonne idée de suivre le quotidien de deux femmes voilées, Fatima et Afida, et pour rendre compte finalement de ce qu'elles peuvent vivre pour un simple tissu sur leur tête. Tous les jours, avant de partir travailler, Fatima a un rituel. Elle se maquille.
Cette musulmane pratiquante veut assumer sa féminité. Je vais chez la coiffeuse, je vais chez l'esthéticienne, je fais tout ce qu'une femme européenne ou française, d'origine française, fait. Fatima est mariée, mère de 3 enfants en bas âge. Elle est vendeuse dans un magasin de cosmétiques où on lui demande de retirer son voile. Salade, là du jour, fais-moi. Tous les midis, Fatima déjeune avec ses collègues à qui son voile ne pose aucun problème. Mais à la table voisine, 2 femmes s'immiscent soudain dans la conversation. Je vois quelqu'un voler dans la rue, ça me dérange pas. Il y en a un que je connais que ça les dérange énormément. Moi, ça me dérange pas. C'est pas le moment de montrer son identité. C'est pas le moment de montrer sa religion. Sa religion, c'est quelque chose d'intime. Ma religion, je l'applique pour moi-même, pas pour vous. Je vous ai pas dit de porter le voile. Je vous ai pas dit d'être musulmane. Je vous ai juste dit, comme moi, je vous respecte, vous me respectez. C'est tout. Un débat stérile, un voile qui interroge, dans un contexte de plus en plus tendu depuis les attentats. Afida a 52 ans. Elle se souvient d'une altercation il y a quelques semaines dans le tramway.